Faut-il craquer pour le nouvel iPhone SE? Si son design date de plusieurs années, Apple lui a greffé des composants dernier cri hérités de l'iPhone 11. Alors quelles sont ses forces et faiblesses? Est-ce une bonne affaire? Débat, retour également sur le nouveau Magic Keyboard qui accompagne désormais l'iPad Pro, sans oublier l'actualité d'Apple en marge du Covid-19. Bonjour à tous, vous regardez On refait le Mac alias RLM, très heureux de vous retrouver pour notre débat high-tech hebdomadaire en direct et, allez, on dira presque à l'heure, hein, on est en dessous de l'heure de retard, donc on peut dire que pour moi, c'est presque à l'heure. Désolé du retard pour ceux qui nous suivent en direct, pour cette mission confinée un peu exceptionnelle, on a voulu se faire plaisir et réunir tout le monde parce que vous allez voir qu'il y a beaucoup d'actualités cette semaine. Je vous rappelle qu'on refait le Mac est disponible en vidéo sur notre site www.onrefaitlemacom et sur notre app iOS ORLM. Et puis, je vous rappelle que vous pouvez également retrouver la nouvelle émission de la famille On refait le Mac qui s'appelle On refait la tech. On parle justement de Covid-19 et de l'app Stop Covid avec en exclusivité l'interview de l'un de ses géniteurs. Allez la voir, c'est très intéressant et ça vous donnera un éclairage précis de comment la techno peut aider ou pas, hein, et notamment à lutter contre la pandémie et permettre la fin du confinement, on l'espère le plus rapidement possible. Cette semaine, avec comme chroniqueur en duplex, Monsieur Stéphane Zibi de Ionistics. Bonjour Stéphane. Bonjour Olivier, bonjour à tous. Je te souhaite avec deux, 3 jours de retard un très bel anniversaire, ainsi qu'aujourd'hui, on souhaite l'anniversaire de Laurent. Oui, Laurent Pantanas de Xbrain. Bonjour Laurent, qui doit fêter quoi? Tu es un petit jeune, Laurent. Ouais, plus jeune que toi. Merci à vous tous, merci. Et c'était aussi l'anniversaire de Stéphane la semaine dernière, hein, donc on est très proches tous les 3. Donc un très joyeux anniversaire à tous les 2 et très content d'être présent aujourd'hui, le jour de mon anniversaire. Et dernier chroniqueur cette semaine, et pas des moindres, Monsieur X, cet ancien responsable d'Apple qui avance lui depuis des années, visage masqué. Il a l'habitude malheureusement. Monsieur X, comment ça va Monsieur X? Écoute, ça va très bien, Olivier. Comme tu peux le voir, mon cryptage préféré, qui s'appelle iGlasses, n'est pas compatible avec Zoom. Donc, Ben oui. cryptage Covid-19 de circonstance pour moi, avec un petit tissu qui me sert à faire des arts martiaux en temps normal. Ça s'appelle un tenugui. Et ça vient d'un magasin japonais à Paris qui s'appelle Jin, Jhin, qui est tenu par une dame japonaise qui importe tous ces tissus du Japon. J'en profite pour lui faire un peu de pub, des très beaux produits à pas cher. Si vous avez besoin de ce genre de trucs, et même peut-être des masques bientôt, foncez chez elle. Sur son site web, bien sûr, vous pouvez payer par Apple Pay. C'est merveilleux. Bien, donc tu n'as plus de lunettes grâce à ce masque, ça a des vertus extraordinaires. Est-ce que Damien est de retour? Est-ce que tu nous entends, Damien? Oui, on entend très Alors bien. je disais, félicitations au jeune papa. Merci. Voilà, c'est une semaine entre les anniversaires et les naissances, ça n'arrête pas. Et C'est c'est des bons mois, le mois d'avril, tu verras, c'est des c'est des bons bons mois, caractères. c'est des bons moments, des bons caractères, effectivement, comme vous le savez, je veux dire, rapport privilégié avec Apple, qui m'a prêté donc ce magnifique concept qui est un iBib, qui marche très très bien. 8 fois par jour, pour l'instant, il n'a pas planté, ça, c'est plutôt pas mal. Bon, très bien. Alors n'hésitez pas à réagir, hein, puisqu'on est en direct sur le top chat de YouTube. Il y a même des gens qui nous font des donations. Merci beaucoup, on n'y avait pas prévu. Quoiqu'en ce moment, c'est vrai que les annonceurs dans les médias se font plutôt rares, hein, donc on va peut-être mettre en place, on va voir avec l'équipe, un programme peut-être de Tipeee ou de Patreon, voire même peut-être un système d'abonnement sur YouTube pour nous aider un petit peu dans cette période un peu difficile. Allez, on enchaîne tout de suite avec le sondage de la semaine. Et Didier, iPhone SE2, une bonne affaire. Le sondage de la semaine, c'est la réponse à la question qu'on vous a posée sur le compte Twitter d'On refait le Mac. La question était toute simple, hein. Considérez-vous que l'iPhone SE 2020, malgré son design ancien, constitue une bonne affaire? Vous étiez quand même près de 508 votants, merci beaucoup. Et vous étiez une large majorité, 74,2%, à considérer l'iPhone comme une méga bonne affaire, on va voir, et 25,8% qui étaient plutôt opposés à cette idée. Alors, pour résumer un petit peu la tendance du côté des pour, il y a une réaction sur Twitter de Col Superflow qui nous dit l'iPhone SE2 2020 est le ticket d'entrée chez Apple avec un format raisonnable, 5 ans d'upgrade et de très bons services. Nous avons devant nous la Volkswagen Golf du smartphone indémodable for the people. Oui, c'est vrai qu'en résumé, messieurs, l'iPhone SE2 de seconde génération reprend en fait les recettes de la première qui avait si bien marché, le design éprouvé d'un ancien modèle avec quelques améliorations. Cette fois-ci, c'est l'iPhone 8 auquel on a
moderniser les composants hérités de l'iPhone 11. J'aime bien cette définition de notre tweetos. Qui veut réagir à ce concept-là? Peut-être Didier, qui est juste en face de moi sur Zoom. Bah, écoute, La moi je pense Volkswagen que Golf, hein, le SE. ouais, moi, je pense que les gens aussi ont compris, parce que tu vois, on est quand même dans un public de geeks, hein, tous les gens qui nous regardent, et je pense qu'ils ont compris aussi que ce téléphone n'était pas forcément pour eux, mais que c'était quand même une bonne affaire. C'est-à-dire que voilà, il répondait à une certaine demande en fait qui était assez bien positionnée. On en avait pour son argent, ce qui est quand même assez rare avec Apple ces dernières années. Donc tu vois, rien que ça, un iPhone récent à moins de 500 balles, ça faisait quand même très longtemps qu'on n'en avait pas vu. Ouais, j'ai de mémoire, un iPhone 9 à moins de 500 €, ça fait très longtemps effectivement qu'on n'avait pas vu ça, en dehors bien sûr des promotions. Autre réaction typique, on en a sélectionné 2 sur le compte Twitter d'En refait le Mac, celle de Yann Solo, infidèle. Franchement, c'est la déception ce modèle, hein, l'iPhone SE 2020. Mon épouse attendait un format comme son SE de 2016, c'est-à-dire l'iPhone 5, hein, mais modernisé avec un Face ID, en clair sans bord, et on se retrouve avec un truc dépassé, trop grand pour elle. Quand je vois les écrans des Android, la vente de cet iPhone est scandaleux, disons-le. Voilà, c'est un peu les grandes tendances, et c'est vrai, messieurs, qu'on entend des rumeurs autour d'un iPhone SE deuxième génération depuis très longtemps, notamment Monsieur X, hein. On en a souvent parlé ensemble, et on attendait de voir arriver quoi, l'iPhone 5 modernisé sans écran, et pour avoir un téléphone extrêmement compact avec un écran sans bord, et il semblerait que ça soit un peu trop compliqué et peut-être un peu trop cher pour Apple. Monsieur X. Eh ben, écoute, je pense que pour une fois, et c'est pas coutume chez Apple, ils ont privilégié le prix de sortie. Et pour avoir un téléphone, cet iPhone SE à pas cher, ils ont réutilisé au maximum, hein. C'est une recette connue, des composants, des choses qu'ils avaient déjà utilisées dans d'autres iPhones, et non pas vraiment des nouvelles technologies. Voilà, c'est ce qui leur a permis de sortir ce produit à pas cher. Et moi, je crois que c'était vraiment la première attente, retrouver, comme tu le disais, un iPhone à moins de 500 € neuf avec quand même des très bonnes performances. Voilà, Ouais. c'est à mon avis ça qui explique le produit qu'on a entre les mains aujourd'hui. Alors, est-ce que c'est oui ou non, selon vous, un iPhone, low cost, au-delà de la bonne affaire? On peut dire, Damien, qu'il a rien d'un modèle d'entrée de gamme, hein, ce téléphone, Damien? C'est pas un produit de low cost, je pense pas. Low price peut-être, mais pas low cost, puisqu'on le voit avec ce qu'ils ont mis dedans pour le motoriser. Effectivement, on peut être déçu du design, mais je pense que les gens qui s'intéressent à ça, moi je pense par exemple, on connaît certains qui changeraient bien et sont très contents de Touch ID, ça leur va très bien. Et donc par conséquent, le design en lui-même n'est pas important tant que la performance de l'appareil en lui-même suffit. Donc très honnêtement, je pense qu'il y a eu un savant mélange qui est assez malin pour arriver à attraper, notamment, je pense, un public jeune. Qu'est-ce que tu en penses de ton côté, Stéphane ou Laurent? Je pense que le micro de notre réal est ouvert, il faut lui dire de le fermer. Oui. Voilà, c'est beaucoup mieux. Ah non, il est toujours là. Il faudrait fermer ton micro en régie. Stéphane, qu'est-ce que tu penses de ce produit qui est loin d'un modèle low cost, puisqu'effectivement, sous le Non, capot, non. il y a la Ah puce de non, non, l'iPhone non. 11 et même du Wi-Fi Bah 6. non. Bah oui, non, non, non. Certes, l'armature, elle date de 2014, si je me souviens bien. Donc c'est sûr on va dire qu'elle est amortie, elle coûte pas très cher et J'entends toujours. c'est peut-être une des raisons majeures du prix relativement raisonnable que Apple nous propose. Non, non, je pense que c'est euh, Hein? je pense, si on regarde bien toutes les stats qui sont perceptibles, comme par exemple les temps de livraison qu'il faut maintenant sur le site d'Apple pour pouvoir avoir un téléphone, sur les différents sites qui vendent le téléphone en nu, comme la Fnac ou les autres sites comme ça, il faut toujours plusieurs jours et plusieurs semaines maintenant pour pouvoir le réceptionner. Je pense, et on présuppose, et les opérateurs le confirmeront, que c'est une très grosse vente par rapport par rapport aux précédents produits lancés par Apple, ça c'est certain. Ouais, il y a de bonnes surprises quand même. La puce A13, le Wi-Fi 6, Laurent, même si on va revenir dans un instant, ils Non, ce reprennent en que fait la même oui. la même recette que l'iPhone SE première génération, qui avait certes le design de l'iPhone 5, mais les composants de l'iPhone 6S. Moi je pense et on en a déjà discuté ensemble, hein, lors d'une précédente émission, mais je pense ils ont élargi le scope, leur râteau, tu vois? Donc, ils ont choisi, ils ont une gamme qui va trouver un public et toutes les chiffres qui annoncent les ventes, les chiffres de vente sont plutôt bons, hein, donc, ils ont trouvé un public. Voilà, on essaie de faire des réglages en même temps, mais je suis pris en flag. Alors, Didier, on en a aussi également beaucoup parlé. Il y a toujours le débat des pour ou des contre.
Je crois que tu as beaucoup discuté en amont, notamment parce que quand tu as reçu cet iPhone SE, ce qui est l'un des rares à l'avoir reçu de l'équipe, il y a quand même beaucoup de gens qui se contentent, entre guillemets, d'appareils moins évolués, mais qui veulent rester dans un environnement, dans une plateforme qui est celle d'Apple pour pouvoir continuer ne fût-ce qu'à converser. Et il fallait un téléphone sur iOS performant et c'est le cas, Didier, de l'iPhone SE de deuxième génération. Mais il y a beaucoup de commentaires qui me disent: «Oui, regardez ce que vous trouvez chez Samsung, chez, Xiaomi pour ce prix». C'est vrai que tu as du bord à bord, tu as même, du AMOLED, tu as même des fois de la reconnaissance faciale, enfin, tout ce qu'on trouve un petit peu dans au moins le 10R, voire plus. Et c'est vrai que quand tu regardes de manière universelle, on va dire que ce téléphone, c'est vrai qu'il est quand même assez vieillot par rapport à ce Bon, qui se attends. fait maintenant pour le prix, quoi. Et du coup, c'est vrai que ces gens-là ne comprennent pas aussi que ce que cherchent les gens, c'est aussi à rester sur iOS, donc ils sont un petit peu prêts à tout. Et finalement, eux, leur scope est largement réduit puisque, bah, ils n'ont pas forcément connu les nouveaux iPhones, donc avec Face ID, avec, toutes les nouveautés, avec les écrans bord à bord. Et finalement, ils vont rester sur un modèle connu, sur un environnement connu. Et je pense qu'aussi on oublie, mais c'est comme repasser sous Windows quand tu es habitué à macOS, hein. Il faut réapprendre tes usages, tes habitudes, tes interfaces, même tes programmes. Moi, j'ai des gens qui me disent: et moi, je préfère utiliser, tu vois, j'en sais rien, des programmes même comme Instagram, comme TikTok ou j'en sais rien, qui sont mieux faits sur iOS. Voilà, ils n'arrivent pas à me l'expliquer, mais Ouais. moi, j'ai discuté avec une ado il y a pas longtemps, elle me dit: «Mais moi, j'arrive pas à utiliser Insta sous Android, je trouve que ça réagit pas bien, tu vois, Mm. les filtres, les machins, ils sont pas, c'est pas aussi bien fait, quoi». Et je pense que les gens cherchent un petit peu cet univers aussi. Et puis il y a aussi beaucoup de gens, hein, qui ont un Mac à côté, donc il y a toutes les interactions avec iCloud, avec ton trousseau, tout ça. Il faut rester dans cet univers connu. Donc en fait, finalement, le hardware a peu d'importance là-dedans, quoi. Ouais. C'est-à-dire que même si on n'utilise pas des applications natives d'Apple, certains utilisateurs sentent une différence. Alors, il y a quand même beaucoup de questions récurrentes qui nous ont été adressées sur le compte Twitter d'Enfelmac concernant quel modèle choisir. Faut-il plutôt choisir un iPhone SE de deuxième génération ou par exemple un iPhone reconditionné? On sait qu'il y a beaucoup d'appareils d'occasion ou reconditionnés auxquels on a changé la batterie, qui permet d'avoir des machines peut-être un peu plus grandes avec notamment ce fameux écran bord à bord. Quels sont heu, vos sentiments? On va faire tourner un petit peu la parole, peut-être avec Monsieur X, tiens, iPhone reconditionné ou un iPhone SE? L'ancien responsable d'Apple. Ah, ça, c'est comme les goûts et les couleurs, hein. Moi, je pense que c'est, un, une question de budget et puis deux, une question de confiance dans le vendeur qui va te vendre un iPhone reconditionné. Et il y en a des bons et puis il y en a des moins bons. Alors, parmi les bons, il y a Apple, bien sûr, mais il n'y a pas souvent de produits dispo. Bon, on peut citer aussi, on les voit très présents en ce moment dans les médias black market. C'est vraiment une question de budget et de confiance. Voilà, moi, le conseil que je donne, c'est soyez sûr vraiment du vendeur qui vous vend le produit reconditionné. Et même si vous achetez un produit reconditionné, achetez-le bien avec des conditions de garantie qui sont, on va dire, favorables. Au moins 1 an de garantie matérielle. Mais c'est vraiment deux options qui se valent. Ouais. Alors, un iPhone 9 puissant, complet à moins de 500 €, est-ce que ça vaut vraiment le coup comparé, par exemple, au modèle juste au-dessus qui est encore disponible, à savoir l'iPhone XR? Qu'est-ce que vous en pensez? Messieurs, peut-être Didier, l'iPhone XR est facturé 220 € de plus. Est-ce qu'il vaut mieux craquer, ou vraiment la différence ne se justifie pas? Alors, pour moi, on est vraiment dans un autre monde, en fait. C'est-à-dire que, 200 € de plus, c'est la moitié du prix de ton SE. Donc en fait, les Ouais. gens qui veulent vraiment mettre le minimum possible, c'est clair qu'ils vont tabler sur le SE sans hésiter. En fait, si tu te poses la question du 10R ou du SE, je pense que enfin, si tu as le budget pour le 10R, il vaut quand même mieux aller vers ce téléphone. On va en reparler juste après, mais il a quand même, beaucoup de qualité, l'écran bord à bord, Face ID. Enfin, je trouve que vu la différence de prix, sans parler de l'autonomie aussi qui est vachement meilleure, si tu as le budget, va dans la nouvelle génération. On parle de le 10R, il va bientôt avoir 3 ans, si je dis pas de bêtises, ou 2 ans et demi. Et 2 ans et demi, c'est ouais. voilà, c'est quand même un téléphone qui, tu vois, on est dans un autre monde, en fait. Et je pense que ce débat-là, il y a quand même des gens, hein, qui l'ont eu. Moi, j'étais assez surpris de ça, même des comparatifs sur l'appareil photo, sur tout ça. J'étais assez surpris de voir des gens qui hésitaient entre les deux, mais peut-être aussi des gens qui disent: «Bon, j'ai le budget pour le 10R, je veux peut-être pas mettre autant». Tu vois? Et finalement, je vais peut-être me contenter du SE pour mon usage. C'est aussi un point de vue, hein. Mmh. Damien, la bonne nouvelle, c'est qu'Apple est un peu moins chiche, aussi pour, la livraison de la mémoire, pour la version de base. Désormais, il y a 64 gigas, auparavant c'était plutôt 32 pour 489 €. Voilà, il semblerait qu'Apple commence à retirer ses œillères et mettre un minimum de mémoire, parce que 32 gigas, c'était pas possible, quoi. Quelle révolution. Moi, je pense que par rapport à ce que disait notamment Didier sur l'aspect
clé d'entrée de cet appareil. Et oui, effectivement, ils ont mis, on va dire, ce qui va bien. On pourrait trouver mieux ailleurs. Mais ils ont mis, on va dire, un minimum qui permet de dire que c'est un appareil qui a un bon rapport qualité-prix. Vous donnez cette perception de bon rapport qualité-prix par rapport à la notion de pomme. Il y a un point qui est intéressant qu'ils mettent en avant dans leur communiqué de presse et dans leur site internet, au-delà de l'aspect motorisation avec la puce qu'on connaît, c'est l'accès à l'écosystème Apple. Et pour revenir à ce que tu disais, Didier, sur l'aspect applicatif, etc., ils mettent vraiment ça en avant. Et moi, je vois, il y a pas mal d'ados que j'ai autour de moi qui veulent de l'iPhone. L'Android, c'est bien, mais l'iPhone, c'est quand même mieux. C'est toutes les valeurs de marque et d'image. Et ça permet d'avoir une clé d'entrée d'un appareil qui est neuf et qui permet véritablement d'avoir un appareil puissant pour faire des choses assez sympas en termes de création. Et donc, ça répond aussi à la question de reconditionner ou pas. Finalement, oui, peut-être qu'à choisir, acheter un neuf, ça peut être pas mal. Et avec donc un minimum de mémoire qui permet de faire des choses après correctes, à minima. Ouais, Laurent, a priori, le meilleur rapport qualité-prix serait peut-être le modèle au-dessus, hein, à 128 gigas, parce qu'il se décline en 128 et 256. La version 128, je crois qu'elle coûte juste 50 € de plus. Donc pourquoi se priver, Laurent? Ouais, c'est la première fois aussi qu'il y a aussi peu d'écart, donc même si on s'en était étonné. Je voudrais juste ajouter quelque chose et je vais redire quelque chose parce que je pense que c'est vraiment un point. Ça a été cité par tout le monde avant, ça a été cité par Damien, ça a été cité, par Didier, ça a été cité par beaucoup de gens dans les commentaires en live et je pense que le poids de l'écosystème Apple est énorme. Juste une anecdote, mon beau-père, je lui ai donné un Mac qu'il a réussi à garder presque 10 ans. Avant, ses PC, tous les 3 mois, il fallait qu'il les réinstalle, il avait un problème. Donc en fait, l'environnement iOS qui est quand même très solide, avec des applis plutôt léchées, est quand même très réconfortant. Donc du coup, je pense quand même que c'est là où ils ont trouvé un marché parce que du coup, tu fais non pas un produit low cost, mais un produit entrée de gamme et qui est capable de capter un public. C'est potentiellement des gens qui achèteront des plus gros téléphones demain, hein. Tu vois, tu peux te poser la question de dire, tiens, je dois changer le téléphone, tu vois, en cascade, et puis tu auras un plus gros téléphone, Ouais, gros iPhone. alors je vous rappelle les prix, la version entrée de gamme, donc à 489 €, à 64 gigas de RAM. On vient de parler de la version 128 gigas à 539 €, donc 50 € de plus. Et à mon avis, c'est le modèle qu'il faut choisir. Et puis vous avez la haut de gamme, entre guillemets, haut de gamme, 256 gigas à 659 €, 170 € de plus, presque le prix d'un iPhone 10R. Là, ça, je pense qu'il vaut mieux aller du côté de l'iPhone 10R. Je vous propose qu'on en revienne en détail à présent sur tout simplement les forces et faiblesses de l'iPhone SE. Et l'on commence, si vous voulez bien, par le design et son écran. Design et écran back in 2014, back en 2014, retour en 2014. Il reprend en gros le châssis, on l'a dit, de l'iPhone 8 qui se décline en 3 couleurs, noir, blanc et Red Edition. Mais c'est quand même un design qui commence à dater, hein, puisque l'original, en fait, date de l'iPhone 6, 2014. Alors, il y a quand même quelques améliorations, Didier. On pense notamment, qui sont arrivées d'ailleurs avec l'iPhone 8, l'IP67, donc la possibilité de le faire tomber dans l'eau, la chargement sans fil. Il y a vraiment des petites améliorations, mais vraiment accessoires, hein. Il faut vraiment regarder de près le téléphone pour les différencier, Didier, hein. Ouais, déjà, je trouve qu'ils ont pas si mal réussi, tu vois? Là, j'ai le blanc, on dirait presque un 10R de loin et Ouais, si je le retourne, regarde, on dirait qu'on a un écran bord à bord. C'est-à-dire que c'est malin. l'illusion quand même, par rapport même à un iPhone, tu vois? J'ai un 8 là, ça fait déjà vieillot, tu vois? Et rien que ça joue un petit peu. Donc déjà, moi je trouve que le design en plus ils ont enlevé le terme iPhone, tu vois? Ils ont centré le logo. Tu déjà l'impression d'avoir un téléphone quand même un petit peu moderne dans les mains et puis surtout, faut bien voir que les gens qui vont acheter ça, d'où ils viennent? Ils viennent d'un iPhone 5, 5S, 6, 6S et ces gens-là, ils ont pas connu, les téléphones étanches et d'ailleurs, ce que disait, je crois que c'était Laurent tout à l'heure, Apple Mmh. communique aussi beaucoup sur l'étanchéité, parce que c'est un truc en fait que les gens connaissaient pas avant. C'est arrivé avec l'iPhone 7. Donc c'est vrai que c'est intéressant. Tu as la charge Exactement, sans c'est fil arrivé sur l'iPhone aussi. 7, c'est pas l'iPhone 8, tu as Bah, raison. la charge sans OK, fil, ça arrive sur les petites voitures maintenant. Tu as ça quasiment partout et c'est un truc ouais. qui existait quasiment pas il y a 3 ans. Donc en fait, quand tu achètes ce téléphone maintenant, tu as beaucoup de choses qui enfin, si tu viens évidemment d'une ancienne génération, tu découvres tout ça, la charge rapide, la charge sans fil, le la résistance à l'eau et c'est l'air de rien, c'est des atouts qui sont énormes pour, des gens qui, voilà, faisaient très attention de ne pas le faire tomber dans la piscine ou qui, tu vois? Je trouve que en fait, pour eux, c'est un gap qui va être énorme, Mmh. alors que pour nous, ça paraît de l'acquis parce que nous, on baigne dedans, quoi. Mmh. Une réaction intéressante sur le fil Twitter, le top chat, YouTube, puisque nous sommes en direct de Pilouche qui nous dit: «ORLM, le matériel est là, pourquoi ne pas les utiliser? Les coques et autres composants ne peuvent pas servir à réparer,
les yeux, effectivement, de ce côté-là, tous les accessoires et tout, l'environnement qui existe depuis des années autour de l'iPhone 6, l'iPhone 7, l'iPhone 8 profite évidemment, avec en plus maintenant le chargement sans fil, à cet iPhone SE. Donc il y a, oui, effectivement des petites modifications à la marge, tu l'as dit Didier, hein, le dos où il n'y a plus marqué iPhone comme autrefois au dos, et puis on a recentré le logo pour exprimer la charge sans fil. Le côté façade noire, effectivement, je l'avais remarqué, hein, ça fait vraiment l'illusion du bord à bord. Alors, bah, justement, en parlant de l'écran, on a toujours ce vieil écran en LCD de 4,7 pouces, hein, qui date de l'iPhone 8, voire même d'avant. Pas d'écran bord à bord, ni d'encoche pour la reconnaissance faciale Face ID. Toujours le petit bouton Touch ID pour la détection des empreintes digitales. Précision également, il n'y a pas le 3D Touch, hein, qui faisait pas l'unanimité, moi que j'aimais plutôt bien. Alors, selon vous, messieurs, peut-on encore proposer des écrans avec bord, sans bord, aujourd'hui en entrée de gamme? Avec bord, pardon. Oh, je vais la reprendre la question. Peut-on encore proposer, par contre, des écrans avec bord en entrée de gamme, là où bon nombre de téléphones Android chinois à prix inférieur les ont abandonnés? Par exemple, Stéphane? Alors, je pense quand même que personnellement, je suis pas un bon exemple. Parce que, en fait, moi, c'est vrai que j'ai tendance à me dire, quand on s'est habitué sur le bord à bord, c'est difficile de revenir un petit peu en arrière. Mais les personnes sont en train qui voudraient acheter cet appareil-là, peut-être qu'ils ont un iPhone 7 ou même d'avant, etc. Et pour eux, ça ne fera pas un grand changement et ça ne pourrait être que mieux. Mmh. Néanmoins, c'est vrai que le bord à bord, on va devenir de plus en plus gourmand. Et encore, si tout se passe bien, le nouvel iPhone de cette année pourra être encore plus bord à bord que celui qu'on a actuellement avec une encoche un peu plus petite. Je pense que plus on a envie plus le temps avance, plus on a envie justement de plus voir de la déperdition, vu que maintenant, ce sont nos habitudes. Mais je rappelle, comme je l'ai dit au tout début, que potentiellement, nous ne sommes pas en tout cas, je ne suis pas le mieux placé pour en parler. Alors, parmi les cibles, particulières et privilégiées de ce type d'iPhone, c'est les personnes âgées notamment, qui n'ont pas forcément envie de dépenser des milliers et des cents dans un iPhone, mais qui veulent rester dans un environnement, simple et un environnement Apple. La problématique, c'est que, voilà, si je le mets à côté de l'iPhone, là, c'est pas je triche, hein, c'est pas un iPhone 8, c'est un iPhone, 6S, mais c'est le même châssis. Si je le mets à côté, de l'iPhone 11 Pro qui est Max qui est à côté de moi, il paraît vraiment minuscule, Monsieur X, et on sait que les personnes âgées ont quelques difficultés à lire, et là, il faut vraiment regarder à 3 centimètres, Monsieur X, hein. Ou même Ou tout écarté ça, si on est vieux comme moi. ouais, ou tout simplement avoir des lunettes, Olivier, il va falloir que tu y passes. Ouais, j'y Euh, travaille. ouais, après, ça reste un téléphone, hein, même avec les écrans plus grands, tu n'as pas un confort de lecture forcément topissime. Non, moi, je pense que ce qui est important, alors personne âgée ou pas personne âgée, mais pour les gens qui aimaient tous ces formats qu'on avait avant, iPhone 5, iPhone 6, c'est la dimension du châssis qui reste un petit iPhone, qui reste donc un appareil relativement discret, robuste normalement, et que tu mets dans ta poche. C'est ça qui est privilégié. Et je pense que pour les fans de ce nouvel iPhone, il y a peut-être effectivement des personnes d'un certain âge qui ont un iPhone un peu ancien, comme ma mère, pour laquelle j'en ai acheté un le jour même des Bah, tu vois? réservations. Mais, ouais. Voilà. Mais alors, le bord à bord, elle s'en fiche complètement. Je ne pense pas que ça soit la clé. Je pense que c'était surtout conserver ce format, ce petit format. Ça, c'est important. Ouais. Avoir une amélioration parce que les personnes dites âgées sont très digitales, hein, au moins dans les usages. Avoir une vraie amélioration sur l'appareil photo, et elle est là. Et puis avoir un appareil plus rapide et puis dont on sait qu'il va durer longtemps. Donc, je crois que c'est vraiment ça la clé. Rappelons-nous aussi du prix. Le bord à bord, Stéphane a raison, ce sont plus des fonctionnalités pour nous. Maintenant, même sur les iPhones haut de gamme, je rappelle qu'on a cette fameuse encoche, hein, le notch, qui fait que moi, même quand je regarde de la vidéo streamée, j'ai beau avoir l'iPhone 11 Pro bord à bord. En général, je ne mets pas la vidéo en plein écran parce que je n'aime pas qu'elle soit amputée Ouais, par, qu'elle soit par le visible. notch. Voilà. Donc Apple n'a pas de vraie solution là-dessus, et je pense que c'est absolument pas un critère de choix pour cet iPhone-là. Je le redis, il faut chercher autour de la taille du produit au global, et ça fait un produit vraiment euh, idéal, toute génération, budget serré et un peu tout terrain. Ce produit il peut durer 5, 6 ans, 7 ans, 8 ans si on y fait attention, hein. Il a un Mmh. super moteur.
Ouais, non, on va en parler du supermoteur avec Didier parce qu'il a fait les benches. Mais en résumé, messieurs, c'est que oui, alors, sur le top chat du YouTube, on nous signale, mais voilà, que sympa. Non, c'est pas que des vieux, évidemment, entre guillemets, c'est pas que les personnes âgées qui achètent cette machine, mais c'est un public privilégié, évidemment. Ceux Je qui ne pense sont que pas c'est le fait geeks, qu'on ait comme. parlé des personnes âgées surtout. On nous disait de parler des Oui, personnes bah, âgées. Monsieur X Alors, n'est pas une personne âgée, voyons, non, voyons. non, mais on peut parler, Même s'il est beaucoup plus on peut parler de nos aînés comme font nos de nos politiques. aînés. Ah bah, très bien. Voilà. Ouais, Oui, bon, alors, ça va, on est un podcast, on peut se lâcher un peu, c'est pas bien grave. Est-ce qu'on a des infos pour revenir à l'écran sur les raisons qui ont fait qu'Apple ait supprimé le 3D Touch? C'est bien le cas, Didier? Est-ce que bah, en contrepartie, nos amis de chez Apple ont augmenté la taille de la batterie comme si c'est le cas sur l'iPhone 11 Pro? Il y a plus 3D Touch, mais il y a plus d'autonomie. Et ben, en fait, il y a la place pour mettre 3D Touch. C'est ce qu'a révélé iFixit là cette semaine. Du coup, Ouais. moi, je pense que c'est une question de coût. Ça doit leur coûter quand même moins cher de ne pas mettre 3D Touch. Je pense que ça va pas plus loin puisque, en fait, même le haptic touch, il est pas bien fait. C'est-à-dire que quand, par exemple, tu laisses appuyer ton doigt sur la notification de l'écran là, sur l'écran d'accueil, elle s'ouvre pas et tu as 2-3 petits comportements. Bah, pareil, si tu appuies aussi sur le téléphone, si tu sais, juste fais une petite tape, ce que tu as sur le 10R et tous les téléphones, récents, et ben, il s'allume pas. Il faut appuyer soit sur le bouton, soit le Le relever, tu bouton. sais, comme avant. Et du Mmh. coup, c'est vrai que ce comportement-là, on a l'impression d'avoir un peu le pire des 2 mondes. On perd en 3D touch, mais on gagne pas vraiment du bon haptic touch, quoi. Donc Ouais. c'est un petit C'est peu je voulais juste rebondir c'est sur ce qu'on disait avant. Oui, Moi, Didier. je trouve ça un petit peu dommage qu'Apple, segmente ses tailles d'écran par rapport au prix. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils proposent jamais de low cost avec des grands écrans, que ce soit sur les Macs, sur les téléphones. Et forcément, quand tu prends un petit écran, tu as du bas de gamme. Et en fait, je pense que c'est ce qui manque aussi un petit peu à la gamme aujourd'hui. On ne parle pas forcément de personnes âgées. Moi, j'aime bien un grand écran pour les vidéos, pour regarder mes photos. Et je trouve que c'est ça un petit peu qui manque sur ces appareils aujourd'hui. On aimerait avoir ouais, l'équivalent du 10R en pas cher, en fait. Mmh. Justement, tu parlais de compacité, est-ce que selon vous, c'est encore un argument de vente, aujourd'hui? Damien, par exemple, puisque ça fait un petit moment qu'il n'a pas parlé. Oui, oui, mais clairement. Moi, je pense vraiment. Alors, pour revenir à ce que disait Monsieur X tout à l'heure, hein, moi, je vois pareil qu'avec ma mère, hein, même chose. Le téléphone, pour le mettre dans son sac, il a besoin de quelque chose de petit. Mais ne parlons pas que des personnes âgées. Oui, très clairement, je pense qu'aujourd'hui, je reprends le marché des jeunes, par exemple, pour prendre l'inverse, l'extrême inverse. L'écran, je pense, n'est pas forcément l'élément numéro un. Et au contraire, on va avoir quelque chose de petit que je peux glisser facilement dans la poche, facilement dans le sac, qui est très Mmh. pratique, que je peux manipuler d'une main. Parce qu'on a oublié ça Ouais, là, aussi, on hein. peut vraiment travailler avec une main ici, Voilà, et ça, on l'a oublié quand alors on que utilise les ouais, grands. Moi, je vois mon 11 alors que Pro là, c'est Max. impossible de manipuler une main là-dessus, quoi. C'est juste pas possible, hein. Là, je peux, là, Voilà. je peux pas, hein. Et donc, ce qui fait qu'on l'a oublié. Moi, je vois avec mon 11 Pro Max au début, quand j'étais arrivé à ces grands écrans, j'étais gêné. Maintenant, j'ai trouvé des habitudes. Mais au début, j'étais vraiment gêné par ce côté un peu grand qui ne me permettait pas de manipuler comme je voulais avec juste le pouce. Donc, je pense qu'il y a un vrai marché pour ça. Mmh. Mmh. Alors, on l'a dit, Apple, a greffé sous le capot des composants hérités de l'iPhone 11. Inventaire complet, mais d'abord, on passe, si vous êtes bien d'accord avec moi, au busomètre, s'il vous plaît. Le busomètre, les rumeurs ou les infos qui ont le plus buzzé du côté de la planète Apple et du côté du site Mac Forever. Didier, c'est à toi. Eh ben Olivier, on va parler des résultats financiers, puisqu'ils ont eu lieu hier. Tu vois, maintenant, je peux dire hier, puisqu'on est en direct. Ouais, Et qui sont pas mauvais. Étonnamment, Apple a ouais, fait c'est étonnant. 58 milliards de chiffre d'affaires, dont 28 milliards pour l'iPhone. Alors en vrai, c'est pas tout à fait le cas, parce qu'il y a quand même des baisses significatives, hein, pour l'iPhone, pour le Mac. On a un Mais ils chapitre se pour ça, hein. reprennent très bien dans les Très bien. services. Mais bon, ça, c'est Ouais. l'effet un petit peu Covid. Je pense que les gens se rabattent un peu là-dessus. Et puis sur les wearables, mais voilà, ils donnent pas la ventilation. Donc les wearables, on sait pas trop ce qui s'est bien vendu. Moi, je pense que les AirPods Pro, tu vois, qui sont sortis en fin d'année, qui ont été pas mal bradés, ça a dû jouer. L'Apple Watch, apparemment, se vend toujours aussi bien. Donc voilà, il y a toujours l'Apple TV, enfin, il y a pas mal de choses là-dedans. Donc ils arrivent à sauver les meubles, mais la question, c'est plus le trimestre suivant, puisque en fait, là, ce trimestre-là, il s'arrête, je crois, fin mars. Donc le vrai gap, il risque d'arriver, voilà, avril, mai, juin. Mais ils ont quand même Ouais. lancé pas mal de choses, tu vois, ils ont tenté de sauver un peu le trimestre. Et je pense qu'il va être peut-être. Là, ils t'annoncent que ça va être l'horreur. Je pense que ça va être bien tempéré, parce que les gens ont besoin quand même de matériel pour travailler. Ouais. Ils n'ont pas donné d'objectif de chiffre d'affaires pour le Ce qui est trimestre très suivant. rare, hein. Ils ont Rumeur pas mis de suivante. ils ont pas fait de On y profit revient. warning. On y Ils ont pas mis de reviendra. profit On a un warning, en chapitre tout pour cas. ça, messieurs. On y Ah, reviendra. d'accord. On a un Super. chapitre dédié. Deuxième rumeur. Alors là, à tous ceux qui nous regardent, n'achetez pas d'iMac, de MacBook Pro. J'aurais envie de dire de Mac Mini, mais vu qu'ils le mettent à jour tous les 1000 ans, c'est Un peut-être MacBook Pro sûr. 13, quand même Mais en tout précise. cas, ben, en fait,
Pas sûr. Moi, je pense qu'ils vont mettre Ah à bon? jour le 16 pouces parce qu'il y a une Ah nouvelle puce aussi. Intel, en fait, ouais, qui est un petit peu plus rapide. Et là, ils Donc les ils ont vont mis à jour proposer tous un les haut de 6 gamme. mois. Bah, je Ouais, pense qu'ils vont les mettre à jour. Alors, peut-être avec du Wi-Fi 6 si on touche du bois, tu vois. ouais. Mais j'aimerais bien. En tout cas, le MacBook Pro 13 pouces, n'achetez pas puisqu'il y a le nouveau clavier qui arrive. Et puis l'iMac aussi, là, il commence à être un petit Ouais. peu vieillot. Donc ça, les puces sont prêtes. Intel les a présentées là maintenant. Donc je pense que le mois de mai, juin, tu vois, je vois bien ça un petit peu avant ou juste après la WWDC. Et que dire de l'iMac Pro, Didier? Bref. Troisième info ou rumeur? Alors ça, en ce moment, ça va nous intéresser. Je vois Monsieur X qui porte un masque, puisque avec la prochaine mise à jour d'iOS 13.5, quand il va détecter que tu portes un masque, il va direct te demander ton code. Il va plus essayer de te scanner le visage. Et ça va être assez pratique. Alors malheureusement, Apple a rien fait pour qu'on puisse se scanner. C'est très dur hein, de se scanner avec le masque. Je sais pas si vous avez testé, mais par contre, c'est assez pénible quand on emporte. Bah justement, tu vois, un atout de l'iPhone SE, il marche avec le masque. Oui, et forcément, forcément. Quatrième info ou rumeur? On reparle de l'ouverture des Apple Store. Donc, tu sais que les Apple Store sont fermés depuis mars, quasiment dans le monde entier, à part la Chine. Là, ils ont Ouais, rouvert un petit quelques peu. jours Alors, avant le confinement. ouais, ils avaient rouvert en Corée du Sud. Et puis là, maintenant, ils commencent à rouvrir en Europe, notamment en Autriche, qui s'est fait déconfiner, je crois, la semaine dernière. Et puis, bah, là, tu vois, moi, nous, en Suisse, ici, enfin, le déconfinement, c'est aussi en ce moment. Donc, je pense qu'à mon avis, ils vont redémarrer assez vite. En France, peut-être un petit peu plus tard, puisque ça risque d'être un peu plus progressif. Mais en tout cas, voilà, tous ceux qui ont des machines en attente, hein, il y en a qui ont eu des machines entre guillemets séquestrées à l'Apple Store ou qui attendaient de faire réparer des produits. C'était un petit peu compliqué. Je pense que ça va libérer aussi pas mal de gens de rouvrir toutes ces boutiques. Ouais, nous, on a notre Mac Pro qui désespère de se réparer. On a perdu la plupart des ports USB notamment, mais ça, on peut encore l'utiliser, mais c'est un peu compliqué. Dernière info ou rumeur? On va parler de Porsche. D'ailleurs, je sais pas si tu te rappelles, ça vient de me revenir. C'était une vieille, enfin, je sais pas si c'était une rumeur ou si c'était vraiment vrai. C'était Steve Jobs qui disait planquer les Porsche qui étaient garés devant un chez Apple. Je crois que c'était quand les investisseurs venaient, enfin des choses comme ça. Et en fait, ils étaient très très fans de Porsche. Ils le sont toujours hein, d'ailleurs, Schiller et compagnie. Tu les vois souvent sur les circuits. Et Oui. là, cette semaine, il y a la Porsche qui a été sponsorisée par Apple, qu'on voit souvent quand on parle d'Apple Car et tout. C'est l'image d'illustration un peu qui ressort. Et c'est une Ouais. Porsche des années 80 qui avait servi, alors je sais plus, c'était les 24 heures du Mans, je ne veux pas dire de bêtises. Et elle est en vente pour Oui, 500 c'est 000 c'est des courses euros. américaines. Ouais. C'est totalement très rare, en fait, de ce type de voiture sponsorisée par Apple, parce qu'Apple ne fait pas justement de sponsoring sportif ou quasiment pas. Donc, c'est pour ça que non seulement il y a une forte cote autour des voitures de collection, mais en plus, celle-là est extrêmement rare, puisqu'Apple n'a jamais, quasiment pas sponsorisé de voiture. On reste dans l'univers de la voiture et des capots. On va s'intéresser à ce qu'il y a sous le capot et sous les composants et sous le capot de l'iPhone 11, pardon, de l'iPhone SE. J'ai du mal ce soir. Et c'est plutôt la bonne surprise. Aussi puissant qu'un iPhone 11, point d'interrogation sous le capot. On l'a dit, tout a changé. Apple a greffé les composants de l'iPhone 11, à commencer par la puce A13. Alors l'iPhone 8 était aussi, alors l'iPhone SE est-il plus puissant qu'un iPhone 11? Didier, tu as pu réaliser quelques benches. Ton verdict, s'il te plaît. Mais en fait, Olivier, j'ai même un scoop. L'iPhone SE Ouais. est plus rapide qu'un iPhone 11. Est-ce que tu sais pourquoi? Parce que J'ai la son réponse, mais je préfère écran, que tu le dises. Voilà. non, mais son écran est plus petit. C'est-à-dire que si tu joues à un jeu, par exemple, genre Fortnite, tu as moins de pixels à Ouais. gérer. Et du coup, effectivement, tu as entre guillemets plus de FPS. Mais ce que je veux dire par là, c'est que bah oui, c'est la bonne surprise. Mais en fait, depuis l'iPhone 8, quand tu navigues dans ton iPhone, quand j'en sais rien, tu vas sur le web et tout, il y a pas de différence majeure à la navigation en fait. Donc quelque part d'avoir mis cette puce, c'est cool parce qu'en plus tu bénéficies, on en parlera peut-être après, du Wi-Fi 6, de tout un tas de petites avancées Ouais, on va en parler, oui. pour la photo et tout. Donc ils l'ont fait pour, je dirais, pérenniser l'appareil, pour dire voilà, si tu achètes maintenant en 2025, tu auras toujours tes mises à jour. Et je pense que ça, c'est quand même un point essentiel, justement, parler de l'occasion. Tu vois, tu achètes un iPhone 8 ou même un iPhone 10R, il a une puce un petit peu plus vieille. Donc tu te dis, tiens, peut-être qu'il va avoir une mise à jour de moins d'iOS, tu vois, si tu le gardes très très longtemps. Donc oui, en fait, depuis 2-3 ans, on est quand même sur des puces qui vont très très vite. Moi, je trouve que les benches, c'est très subjectif là-dedans. Ce qu'il faut Ouais. comprendre, c'est que c'est un téléphone que tu pourras utiliser longtemps et il ne faut pas se poser plus de questions que ça. C'est pas un Mac, tu n'as pas Final Cut Pro dessus. Tant qu'il est capable de traiter tes photos, de les prendre sans que ça lag, d'envoyer des mails et tout. C'est sûr que plus ça va et plus on reçoit des grosses photos, on reçoit de la vidéo 4K. Mais tu vois, aujourd'hui, quand tu vois un petit appareil comme ça qui gère des flux 4K, 60 images, tu peux les traiter dans iMovie. Voilà, Hmm. qu'est-ce que tu vas faire de plus dans les 5 prochaines années, franchement?
Ouais. Donc en clair, il restera longtemps éligible au dernier iOS, même plus longtemps qu'un iPhone 10R, puisqu'effectivement, tu l'as dit, il est arrivé presque 1 an et demi plus tard. D'autres bonnes surprises, on l'a dit tout à l'heure, on reste avec toi Didier puisque tu l'as eu en main. Et la bonne surprise, c'est l'arrivée du Wi-Fi 6 qui se généralise sur l'iPhone, pas sur le Mac malheureusement, mais sur l'iPhone. Ben ouais, c'est bizarre, mais en fait, c'est lié, je pense aussi, aux contrôleurs, hein. Je pense que c'est d'avoir mis la dernière puce, c'était assez facile pour eux de mettre le Wi-Fi 6, donc ils se sont dit: «Pourquoi pas?» Alors c'est vrai que en fait, ces clients-là, ils s'en fichent, tu vois, d'avoir la puce A13, d'avoir le Wi-Fi 6, mais quelque part, bah, tu te dis: «Ouais, en fait, dans 4-5 ans, tu seras encore à jour». Par contre, à l'inverse, il y a pas la 5G. Alors que quelque Mmh. part, sur un téléphone comme ça, que tu gardes longtemps, qui se destine à un public, on va dire, voilà, qui change pas son téléphone, tous les 2 ans, un peu comme nous, et ben, là, la 5G, mais est-ce qu'ils vont avoir vraiment l'usage de la 5G? Tu vois, en France, on a de la chance, enfin, de la chance entre guillemets, il y a beaucoup de retard, mais là, je vois en Suisse, ça fait plus d'un an qu'il y a la 5G. Il y a des pays, ils l'ont même depuis plus de 2 ans, je crois, en Chine, en Corée, Mmh. des choses comme ça. Donc là, par contre, c'est un petit peu de regret. Mais le Wi-Fi 6, c'est cool parce qu'en débit, on gagne, hein, quand même, hein. Là, Ouais. on a fait des Ça tests, veut dire tu que gagnes 100 là, mégabits. ouais, ça veut dire que là aujourd'hui, le téléphone paraît une bonne affaire puisqu'il n'y a pas de réseau 5G, donc on ne se pose pas la question. Mais dans quelques mois, si on voit arriver des téléphones de milieu de gamme comme l'iPhone SE, mais avec un écran plus grand et la 5G, là, on pourra légitimement se poser la question, hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça me semble assez évident. Autre bonne surprise, la possibilité d'embarquer 2 lignes. On le disait il y a quelques semaines lorsqu'on a fait une émission spéciale. Il y a 2 lignes via une SIM traditionnelle et désormais une eSIM qui est généralisée, monsieur X. C'est une fonction qui est très pratique, même si elle a du mal à se généraliser cette fois chez les opérateurs. Ça met du temps, hein, monsieur X. Ouais, ça met du temps parce que techniquement, c'est pas simple à gérer. Et surtout, le processus, on va dire, d'achat d'une ici n'est pas encore super, super fluide. L'idéal, sans doute, même si ça ne plaît pas aux opérateurs, serait de pouvoir acheter en fait sa deuxième SIM virtuelle pour son iPhone via les outils Apple, Mmh. via vraiment uniquement Apple, et puis Apple s'arrangerait derrière pour faire la partie, on va dire, connexion avec ton opérateur préféré. Aujourd'hui, quand tu achètes une eSIM, c'est effectivement en digital ou via l'interface de ton téléphone, mais ça sent encore la colle entre les opérateurs et Apple. Voilà, il y a vraiment encore un effort pour rendre ça simple, mais je pense que c'est un très très bel avenir. Surtout si les opérateurs font un petit effort de prix, je crois qu'ils seraient bien inspirés en fait de considérer l'eSIM non pas comme une concurrence technologique aux SIM qui vendent, mais Mmh. potentiellement, s'ils baissaient le prix, une option qui pourrait vendre à 50, 60, 70% de leurs clients en disant, voilà, on vous propose une eSIM sur l'iPhone ou sur votre Android préféré. C'est pas le même prix qu'une ligne normale, c'est beaucoup moins cher, c'est en addition. Et c'est une espèce d'option complémentaire. On vous le fait à 5 euros, par exemple. Voilà. S'il y avait cette logique de proposer non pas comme purement une deuxième ligne téléphonique, mais une option supplémentaire avec un prix serré, je pense que la majorité des gens, qui ont un iPhone ou pas d'ailleurs, pourraient être convaincus par cette eSIM parce que ça peut être très utile d'avoir un deuxième numéro pour faire plein de choses, y compris Ouais. accéder à Internet s'il y a de la data raccrochée à cette eSIM. Donc c'est une bonne nouvelle de l'avoir sur ce produit parce que je pense que les opérateurs ne sont pas plus bêtes que les autres, ils vont s'en rendre compte et que ça va se développer fortement. Donc l'avoir sur ce produit entrée de gamme, c'est vraiment une bonne nouvelle. Alors, il y a une question sur le top chat de YouTube, puisque nous sommes en direct, n'hésitez pas à nous poser des questions. Peut-être Didier, tu peux y répondre. Quelle utilité du Wi-Fi 6 sur un smartphone avec un écran 720p? Première question. Et de l'autre, quelqu'un qui nous disait, je ne retrouve plus le lien parce que ça défile beaucoup, parce qu'il y a beaucoup de questions. Heureusement qu'il ne soit pas 5G cet iPhone SE, sinon le low cost serait plus moderne qu'un iPhone haut de gamme. Il n'a pas tort, Didier. Bah, Brièvement. faut pas oublier quand même qu'en Chine, par exemple, ils se vendent plus que des téléphones 5G. Donc quand ce truc Ouais. arrive, enfin, tu vois, tu as des gros téléphones 5G et le petit iPhone qui arrive, il faut vraiment avoir envie d'iOS. Donc ouais, Ouais. effectivement, et là-dessus, ils sont quand même assez en retard. Et l'autre question, c'était, ah oui, sur le Wi-Fi. Alors le Wi-Fi Ouais. 6, d'ailleurs, j'ai fait une petite vidéo, vous pouvez aller voir, qui est assez complète sur Mm. le Wi-Fi 6. C'est pas que le débit. C'est-à-dire que c'est aussi le fait qu'il va y avoir plein d'appareils, que ça va prendre un petit peu moins de bandes de fréquences, en fait, et que, je dirais, à l'avenir, c'est quand même adapté à un réseau un petit peu mieux dimensionné. Peut-être même pour décongestionner aussi, voilà, quand tu as plein d'objets qui se connectent, tu auras individuellement une meilleure connexion. Donc, c'est vraiment la nouvelle génération. Et je dis, aujourd'hui, on a les puces qui marchent, on a les pilotes, il y a tout ce qu'il faut. C'est dommage de ne pas le mettre. Et c'est d'autant plus, tu le disais tout à l'heure, dommage qu'on n'ait pas dans les Mac parce que
Franchement, là, sur les Macs, voilà, on a un usage encore plus avancé, effectivement. Mais tu sais, quand tu regardes tes vidéos YouTube et tout, ton Wi-Fi, des fois, ça rame, hein, donc d'avoir la Bah, dernière en confinement, on le génération. sent bien, hein, quand il y a tous les enfants qui tirent dessus comme des malades, les réseaux Wi-Fi saturent. Donc là, on apprécie vraiment effectivement d'avoir du Wi-Fi 6. Là, ici, dans la cave, on a installé un Netgear Wi-Fi 6 et on voit vraiment la différence lorsqu'on est sur l'iPhone par rapport au Mac, hein. C'est criant. C'est criant. Et effectivement, quant à la réactivité, pas simplement pour aller plus vite. Pas mal de questions, notamment toujours sur le top chat, quelqu'un qui nous dit, toujours Filouche, tiens, il pose de bonnes questions. Pour les entreprises, ça peut être un bon choix, ce modèle de SE, effectivement, pour les flottes d'entreprises. Un modèle assez costaud, assez économique. Pour rester dans la galaxie iOS, pourquoi pas, effectivement. La batterie demeure identique à l'iPhone 8, tu l'as dit tout à l'heure, Didier, 1821 mAh. C'est pas de bon augure, même si l'iPhone A13, c'est la puce A13 est plus économe a priori, mais elle est plus puissante. On sait que l'iPhone 8, c'était pas un foudre de guerre en matière d'autonomie. Tu as pu vérifier ça, Didier? Ben ouais, mais tu vois, pour te donner une idée, on a fait un petit tournage, on a fait des images une après-midi, et en 2-3 heures, on avait vidé plus de la moitié du téléphone. Et puis là, bon, là, je l'ai depuis une semaine, et en l'utilisant tous les jours, je recharge au moins une fois par jour, au moins à 18 heures si je l'ai un peu utilisé. Et là, on voit en confinement qu'on utilise pas mal les téléphones. Je sais pas si tu as vu, puis tu le poses moins sur les docks et tout. Et déjà, les gros, moi, ils tiennent la journée juste, mais alors celui-là, Ouais. pas du tout. Mais après, voilà, tout dépend de l'usage. C'est pas forcément rédhibitoire pour tout le monde. Si tu fais juste tes petits SMS de temps en temps, un petit FaceTime le soir avec tes petits enfants, j'en sais rien, ça, Ouais, mais ça peut aller. Mais bon, c'est quand en fait, même la faiblesse, ça, hein. c'est dommage qu'ils en aient pas profité d'enlever ce 3D Touch pour mettre la grosse batterie. C'est plus ça qui est dommage, parce qu'ils auraient pu mettre, tu vois, 2 heures de plus quand même. Ouais. Monsieur X? Ouais, moi je pense que ça, c'est la vraie faiblesse de ce produit entrée de gamme, qui est un Mmh. produit conçu pour des gens qui veulent, comme Apple l'a longtemps promis, hein, utiliser le produit et pas avoir à l'entretenir ou à y penser. Simple, robuste, bien conçu. Voilà. Et dans l'usage au quotidien, la batterie, c'est extrêmement important. Et je crois que le seul loupé de ce produit, alors moi, je ne l'ai pas utilisé au quotidien comme Didier, mais c'est ce qu'on voit quand même beaucoup chez les premiers utilisateurs, qui ont tous, hein, une utilisation assez intensive. C'est que si vous voulez que ça dure toute la journée, il faut en fait le mettre en permanence avec, vous savez, la fonction d'économie d'énergie que vous pouvez valider avec les préférences système ou directement en Mmh. accédant au tableau de bord de votre iPhone. Voilà, ça c'est vraiment le truc qui me gratte, et qui, moi, si je me posais la question, ferait que je n'achèterais pas ce produit. Vraiment, la durée pas de vie de la batterie, pardon, mais la durée de charge de la batterie, c'est un truc essentiel, et plus il y en a, mieux c'est. Et ça, c'est le point faible, le talon d'Achille de cet iPhone pour moi. Allez, on va aborder le dernier chapitre concernant les fonctionnalités et le test de ce produit. C'est bien sûr la fonction photo et ses capacités en termes de photographie, bien sûr. Alors la photo du côté de l'iPhone SE du neuf avec du vieux, on retrouve un seul capteur photo de 12 millions de pixels, hein, qui ne semble pas, du moins à première vue, changer par rapport à l'iPhone 8. Tu vas nous confirmer ça, Didier. On sait que la puce A13 a dû quand même doper un petit peu certains rendus. On pense notamment à l'arrivée du mode portrait qui était pas présent sur l'iPhone 8 notamment, Didier. Oui, alors en fait, bon, moi je trouve que c'est une demi-déception. Les Suisses, ils ont une expression que j'aime bien, c'est d'être déçus en bien. Et ça résume assez bien ce capteur photo. C'est-à-dire qu'ils t'ont mis le vieux capteur de l'iPhone 8, alors que le premier SE, je ne sais pas si tu te rappelles, ils avaient mis un Ouais. bon capteur. C'est-à-dire qu'ils filmaient en 4K. C'était vraiment pas le top du top de l'époque, mais quasiment. Alors que là, on a quand même un capteur d'il y a 3 ans à peu près. Et c'est vrai que bah, en basse lumière, il est moins bon. Il est moins bon que tous les téléphones en fait, qui sont sortis après l'iPhone 8. Et ça, tu peux mettre toutes les puces à 13 que tu veux, ils n'y arrivent pas. C'est-à-dire que si tu captes pas assez de lumière, où il faudrait tenir ton téléphone, hyper longtemps, mais malgré tout, tu vois, l'iPhone XR, tu le mets à côté, il a un capteur qui est quand même beaucoup plus gros. Donc Ouais. donc oui, le capteur est un peu moins bon que l'iPhone XR, même beaucoup moins bon si tu fais des photos un petit peu en soirée. Donc voilà, je dirais que c'est un peu la déception dans le sens où ils auraient pu mettre un capteur de l'iPhone XR, tu vois, un truc un petit peu plus moderne, ou proposer un Mmh. petit mode nuit derrière. Mais c'est vrai que voilà, ça marche quand même bien quand la lumière est là, on va dire que ça fait vraiment le taf comme il faut, quoi. Ouais, il y a pas photo effectivement quand il y a pas de lumière. Par contre, en pleine lumière, là, la différence est moins sensible. Donc si on a besoin de faire de la photo toute la journée, c'est quand même beaucoup, enfin, il assure quand même l'iPhone SE de ce côté-là, Didier.
Oui, oui, non, mais ça reste un très bon photophone. Et c'est vrai que, en fait, quand l'iPhone SE, celui d'avant était sorti, tu te rappelles, on a eu de la 4K, on a eu quasiment presque le meilleur capteur du moment. Alors que là, on fait quand même un retour en arrière. Il y a des gens qui hésitaient entre le 10R et puis le SE. Et puis surtout l'iPhone 11, tu vois, si tu as un budget d'iPhone 11 avec le mode nuit, avec ce gros capteur, là, tu as vraiment un gap aujourd'hui en termes de photos. Donc, il est quand même un peu en retard, cet appareil. Mais voilà, pour faire de la photo aux réseaux sociaux, petit mode bokeh, ça va. Pour faire de la Mmh. photo de nuit, en soirée ou un petit peu travailler, je dirais qu'on devient un petit peu limite par rapport à ce qui se fait aujourd'hui. Ouais, au moins la puce A13 a permis de mettre, le mode portrait à la fois sur, la caméra frontale et la caméra dorsale, hein. C'était limité à une seule caméra auparavant sur l'iPhone 8. Là, c'est sur les 2 puisque c'est que du logiciel évidemment, parce qu'il y a qu'un seul capteur, contrairement à l'iPhone 11 Pro que, j'ai là, l'iPhone 11 Pro Max notamment. Concrètement, quid de la vidéo? Est-ce qu'on peut conseiller un petit téléphone comme celui-ci pour un podcasteur qui aurait fait la vidéo? Qu'en est-il de la vidéo, Didier? Et ben, la caméra dorsale est très bonne. D'ailleurs, quand tu mets même ton iPhone 11 Pro là, tu le mets, à côté de du SE, franchement, tu vois pas forcément la différence parce que c'est très bien stabilisé, hein. Il y a une stabilisation qui est, comment on dit? Physique et puis une stabilisation, en plus, logicielle derrière, donc qui fonctionne très bien avec la puce A13 justement et tu peux filmer quasiment à main levée en faisant un petit peu attention. Donc, non, non, la vidéo est très bonne. Alors toujours pareil, tu baisses la lumière, elle devient moins bonne. Et puis surtout, moi, ce que je trouve dommage, c'est que sur ce type d'appareil, de ne pas avoir mis la petite caméra, selfie de l'iPhone 11, bon voilà, faut bien segmenter. Bah, tu as une caméra qui a un champ un peu réduit, donc quand tu es avec des amis, tu sais, il faut le mettre super loin avec une perche à selfie. Et puis là, la qualité est bien moins bonne, hein. Tu es en 1080 à 30 images contre de la 4K 60 images sur les derniers iPhones. Bon, on peut pas tout avoir, mais c'est vrai que sur Android, par exemple, ça fait très longtemps qu'ils te mettent des belles caméras de façade, parce que voilà, bah, tu veux être podcasteur, tu veux te filmer, tu veux voir ton image et en fait, c'est cette caméra-là que tu vas utiliser. Et ouais, et là, il pêche un petit peu. Messieurs, à présent, une question non plus par rapport à l'iPhone SE, parce qu'on a à peu près fait le tour, mais elle concerne cette fois l'iPad Pro et son clavier, Magic Keyboard. Vous êtes, certains à l'avoir commandé, il est arrivé, il est disponible, même si c'est à vil prix, hein, jusqu'à 339 € pour la version, 13 pouces. Alors question concernant ce Magic Keyboard, d'un de nos internautes. Est-ce que les touches du clavier laissent des marques sur l'écran quand il est fermé? Et puis de manière générale, qu'est-ce que vous en avez pensé? Je crois que tu l'as commandé, Laurent? est commandé et il n'arrivera pas avant le 20 mai. Ouais. Alors qu'est-ce qui t'a fait convaincu de le commander concrètement? Et puis on demandera à Didier qu'est-ce qu'il en a pensé? Moi, je suis un gros utilisateur de l'iPad, hein, comme vous le savez. À chaque fois qu'on fait les émissions en studio, ben, j'ai mon iPad, les auditeurs le voient. Je l'utilise toute la journée. J'arrive aujourd'hui à devoir même le recharger dans la journée tellement je l'utilise. Beaucoup de Zoom, Google Meet dans ces périodes de confinement. Et donc, du coup, ça devient presque ma machine principale. Cette semaine, j'ai carrément installé une prise de contrôle à distance. Du coup, quand j'ai besoin de faire des actions que je ne peux pas faire sur l'iPad, je le fais à distance sur mon Mac. Donc du coup, je me dis, j'utilise tellement l'iPad que c'est un avantage pour moi. Donc je vais le tester et je verrai. J'aurai un avis. Didier, ce stand un peu spectaculaire, hein, cette housse qui se transforme en stand qui surélève l'iPad, grâce à son système aimanté, ça t'a convaincu malgré son prix élevé, 339 € pour la version 13 pouces. Il est un peu moins cher si vous avez la version 11 pouces. C'est hors de prix. Mais qu'est-ce que tu fais Apple là? 400 balles! Non mais Ouais. 400 balles pour ça? Non, c'est quand même hallucinant le prix. Un clavier, ça vaut pas 400 balles. Je sais même pas si un clavier à 400 balles, ça existe. Donc non mais effectivement à l'usage et vu l'usage par exemple qu'a Laurent, je pense que ces gens-là vont vraiment l'adorer. Il faut le commander même si vous le renvoyez, il faut au moins le tester parce que les touches sont très sympas. Je réponds au tweetos qui demandait si ça marquait sur l'écran. Alors là, je l'ai depuis une bonne enfin pratiquement 2 semaines et j'ai pas les touches qui marquent donc voilà, c'est plutôt pas mal et les touches sont vraiment très sympas. On a vraiment un feeling en fait de MacBook Ouais. Pro. Le trackpad est un peu petit et puis même, tu vois, tu as pas de je sais pas si on le voit bien, mais tu as pas de repose-poignet très large. Donc en fait, si tu le mets, Mmh. enfin, faut le mettre sur une table en gros pour vraiment qu'il soit à peu près Tu peux pas confortable. Parce que travailler même sur sur les genoux concrètement? bah, sur tes genoux, il y a un autre problème, c'est regarde, c'est que le poids est sur l'écran. Du coup, il bascule Ouais, très vite. Donc il faut avoir les genoux, tu sais, bien relevés et ça, c'est très fatigant. Donc je dirais en fait, c'est bizarre, mais j'ai l'impression que c'est pas un produit si mobile que ça. Enfin, d'accord. ouais, moi, il me fatigue vite en mobilité, mais par contre, sur un bureau, tu vois, avec ta petite table, si tu es bien installé, je trouve que c'est assez sympa. Par contre, tu peux quand même poser la question, si tu utilises ça, 80 du temps, est-ce que tu as choisi le bon produit ou pas? Moi, c'est vraiment la question que je me pose, parce que j'ai tapé plein d'articles avec et tout et entre les programmes qui ont pas toutes les fonctions, enfin, on a déjà eu ce débat, hein, mais
c'est le poids que ça rajoute, ça fait un 1,3 kg, donc c'est comme un MacBook Air. Pour un truc qui est une espèce d'hybride entre les deux, il faut vraiment avoir un vrai usage iPad à la base, donc comme Laurent par exemple. Mais moi qui ai plus un usage ordi, tu vois, je suis très frustré très vite, même si le produit est bon. Voilà. Petite réaction sur le top chat de YouTube Live de Boax Nigaz. Le prix est vraiment excessif pour ce clavier et pas stable sur les genoux. Pour un clavier mobile, c'est pas top. Monsieur X, qu'est-ce que vous en avez pensé de l'arrivée de ce trackpad? On n'a pas eu le temps de. Vous n'étiez pas avec l'émission avec nous lors de l'iPad, ni Damien d'ailleurs, si tu veux dire un mot, ou encore Stéphane. Monsieur, qu'est-ce que vous avez pensé de cette tentative de transformer l'iPad en un petit Mac finalement, avec son trackpad? Là, je trouve qu'Apple avance lentement sur le sujet par rapport à Microsoft notamment. Moi, sincèrement, là où ils me perdent, c'est qu'ils ils apportent des nouvelles fonctionnalités, ce nouveau clavier, ce nouveau trackpad, mais quand on additionne la somme, et Didier l'a laissé entendre, hein, du prix de tous ces produits, c'est 10 fois plus, enfin 10 fois plus cher, j'exagère bien sûr, c'est peut-être 50% ou 60% plus cher qu'un Plus cher MacBook qu'un Mac. Air. Mais bien sûr. Voilà. Et ce produit, même s'il peut commencer à être un bon substitut au Mac, pour moi, il a encore deux défauts énormes. Le premier, c'est pas le système d'exploitation, c'est qu'on ne peut pas le poser sur ses genoux. On ne peut pas le poser sur ses genoux. Or, l'usage principal aujourd'hui des produits portables pour le grand public comme moi, c'est dans le canapé en train de regarder la télé ou de faire autre chose. On est sur deux écrans en même temps. Tu ne peux pas poser un iPad sur les genoux, enfin, tu ne peux pas bosser dessus sur les genoux, première chose. Et dans le train, donc, c'est difficile, ou enfin, en mode nomade, c'est difficile. Il ne tient pas sur les genoux. Et puis la deuxième chose, c'est le système d'exploitation. Donc, pour moi, on est toujours dans la recherche, on va dire, esthétique du bon produit et de la bonne technologie. Mais si vous souhaitez acheter, et je le regrette, cet iPad comme substitut à votre ordinateur, passez votre chemin, quoi. L'iPad reste une tablette qui se transforme petit à petit, mais la mue est longue et il va falloir encore attendre à ce rythme de sénateur des années. Voilà, donc de ce point de vue-là, on a les clés pour remplacer son Mac, mais on n'a pas les clés, on va dire, en termes d'argent sonnant et trébuchant. Donc, c'est un produit pour les gens de Cupertino, de ce point de vue-là, pour moi, hein. Après, moi, je vais en acheter un nouvel iPad, mais pour faire autre chose, des usages purement tablette. Et là, C'est le vrai que produit formidable, est c'est qu'on est critique, mais après, je vais en acheter un. Je peux juste dire un truc, Olivier? Oui, Olivier, Stéphane. juste un truc. En fait, c'est une première en fait de faire un clavier avec un trackpad pour Chez Apple. Apple, bien C'est une sûr. première. Bien sûr. Et tu connais pas ma théorie, mais ma façon de réagir avec les premières versions d'Apple. L'Apple Watch numéro 1, le premier iPhone, etc. Bah, il ne faut jamais l'acheter. C'est tout. Il faut attendre la numéro 2. Sachant que cette version-là, elle peut aussi s'adapter à la version précédente de l'iPad Pro. Damien, ton sentiment par rapport à ce clavier très cher, très séduisant, mais cher, et cette volonté de le transformer en mini-ordinateur? Toujours pareil, chez Apple, très Brièvement. souvent, on voit dans l'histoire d'Apple, les premières versions, des fois, de produits sont assez chères parce qu'ils veulent tester et ils savent qu'ils s'adressent à une cible de gens. Ils ont toujours une petite frange qui l'achètera parce qu'ils ont envie de l'acheter, même si c'est cher, c'est pas très grave. Ils ne veulent pas forcément faire du volume dans un premier temps, je pense qu'ils veulent tester. Ce qui est intéressant, c'est que je pense que c'est une réponse à l'éternelle chimère du Mac portable tactile. Eux répondent, bah non, finalement, on rajoute un trackpad et un clavier à l'iPad, et c'est lui qui est tactile. C'est pas un Mac, mais c'est autre chose. Comme ils disent, c'est un truc entre les deux. Ils n'ont pas trouvé le terme encore, hein. C'est pas un ordinateur, mais c'est pas une tablette, c'est un truc entre les deux. Donc, effectivement, ils y vont lentement. Je suis pas encore complètement convaincu. Mais par contre, je trouve que la démarche, moi, ce que je trouve intéressant plutôt, c'est le travail sur les interactions qu'amène le trackpad dans l'interface d'iOS et qui, à mon avis, donne un chemin assez intéressant. Quand on voit aujourd'hui ce que fait Microsoft avec Surface, je trouve que l'OS n'est toujours pas adapté au tactile, en fait. Très bien. Je crois qu'on a à peu près fait le tour de l'iPad et de l'iPhone SE. Je vous propose qu'on aborde le dernier chapitre de cette émission. Il est consacré à Apple, qui résiste plutôt bien au Covid-19. Apple résiste au Covid-19, du moins, si l'on croit ses résultats financiers. On en parlait tout à l'heure lors du busomètre. Tu l'as dit, Didier, le début d'année a été plutôt compliqué, mais reste quand même assez bon, hein, pour Apple. 28,962 milliards de dollars, 28,9 milliards de dollars, contre 31, un peu plus de 31 l'année dernière. Donc une baisse de 6,73%. Voilà, ce serait une
dû aux difficultés propres au Covid-19, mais il y a malheureusement des compagnies, beaucoup de compagnies qui souffrent beaucoup plus qu'Apple aujourd'hui. Alors, si on regarde machine par machine, catégorie par catégorie ensemble, alors moi, je regrette depuis toujours, hein, moi, ce que j'aimais bien, c'était une petite Madeleine pour moi de chaque trimestre de disséquer les résultats d'Apple et de regarder le nombre de ventes, puisqu'ils affichaient les nombres d'unités vendues. Depuis l'arrivée de Tim Cook, c'est plus le cas malheureusement. Donc là, on a des volumes de chiffre d'affaires, donc c'est plus abstrait. Donc le volume de chiffre d'affaires de l'iPhone est en baisse de 6,73% sur un an, avec un chiffre d'affaires de 28,97 milliards contre 31,05 l'année dernière. On sait que l'année dernière, les ventes n'étaient pas géniales déjà. Je ne sais pas qui veut prendre la parole pour expliquer ce phénomène. Est-ce que là, c'est vraiment l'effet Corona? Parce qu'on sait qu'en début d'année, Tim Cook claironnait que l'iPhone 11 se vendait beaucoup mieux que l'iPhone 10R et l'iPhone 11 Pro, que l'iPhone 10S, qui lui a été un vrai bid l'année dernière. Laurent, Damien, Stéphane peut-être? Je sais pas, je vais commencer. Stéphane. Non, en fait, déjà, bon, on a déjà passé des gaps au niveau des prix. Je pense que globalement, la concurrence c'est déjà aussi beaucoup plus renforcée avec des produits qui sont bien meilleurs sur plein d'aspects, même s'ils ont un grand défaut qui n'est pas d'embarquer à iOS. Mais déjà, d'une part, bon, je pense que maintenant, quand on a des téléphones qui sont au bas mot avec un espace et une capacité pardon, qui est minimale, hein, on va dire, ben, on dépasse des sommes folles. Il faudra vraiment donc déjà assumer cela. Il y a le marché chinois qui est aussi un peu en baisse forte chez Apple. Je pense que ça doit aussi avoir un impact. Bien sûr. Néanmoins, je pense que paradoxalement, vu ce qui est arrivé aujourd'hui avec ce nouvel iPhone, qui est plutôt d'entrée de gamme et qui va entraîner, je pense, une prise de conscience encore plus collective de l'importance de ces écrans pour nous dans notre quotidien. C'est-à-dire que si on a un téléphone qui était un tant soit peu fatigué, et je rejoins Monsieur X par rapport à la batterie souvent, parce que c'est ça 90% ou des choses qui font qu'on a envie de changer de téléphone, ou alors une casse de l'écran, et bien aujourd'hui, ce téléphone-là va relancer d'une certaine manière la dynamique de vente et l'appropriation et comment dire l'écosystème Apple qui va devenir encore plus fort. Mais là, aujourd'hui, comme il n'y avait pas spécialement de contraintes, il n'y avait pas encore le Covid qui avait marqué, etc., les choses, quand on a des tarifs qui sont aussi élevés, il faut vraiment réfléchir à deux fois avant d'investir, à part d'être des fous comme nous, ou comme moi, si je suis seul au monde, mais quand même acheter des téléphones. Ok. Non, mais voilà, c'était ma Oui. première réaction par rapport à ces prix-là, quoi. Damien ou Laurent, comment vous analysez ces résultats? Il y a une réaction de Franck Pietank sur le top chat de YouTube Live qui nous dit: «Pendant cette période de Covid, Apple a été intelligent de sortir des nouveaux produits maintenant. En plus, le système de livraison est plutôt bon, pas forcément pour la presse, mais passons». Damien Ouais, ou Laurent, Laurent? je vais prendre la parole juste pour dire que Oui. les résultats couvrent une période passée sur laquelle le coronavirus était faiblement impactant, euh, par exemple sur le marché américain. Ça. En revanche, il était impactant sur la production. C'est-à-dire qu'il y avait les usines qui étaient fermées en Chine hein, sur janvier, février. Donc, il faudrait regarder est-ce qu'il y a eu un manque de disponibilité de produits qui aurait pu justifier la baisse. C'est plutôt là-dessus. Et le problème, c'est que dans les détails, ils disent pas. Ils disent oui, en ces périodes difficiles, on a des résultats finalement pas si mauvais que ça. Damien, de ton côté? Non, pas mieux, Damien? effectivement. Oui, pas mieux que mes camarades. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir plutôt la tendance qu'il va y avoir derrière. Pour revenir sur ce que disait Franck, justement, je pense qu'ils vont essayer d'amortir le choc en disant, mais finalement, on a sorti les nouveaux produits maintenant, et ils espèrent que la reprise va se faire derrière, tout simplement. Donc, c'est assez malin de leur part d'avoir sorti ça maintenant. Maintenant, on le sait quand même globalement, le marché de l'iPhone, du smartphone en général, est quand même saturé. Donc, la question, c'est est-ce qu'il faut s'habituer à ce type de baisse dans les mois à venir? Je pense quand même qu'on n'aura plus les 30 glorieuses ou les 10 glorieuses plutôt passées pour tout ce qui est smartphone, notamment iPhone. Monsieur X, on me souffle dans l'oreillette que les opérateurs mobiles attendaient avec impatience l'arrivée de ce téléphone d'Apple, bien qu'il ne soit pas si spectaculaire que ça. Il était très attendu pour relancer les ventes, car les hauts de gamme Android n'ont pas forcément rencontré le succès qu'on espérait. On pense à Samsung notamment, Monsieur X. Oui, absolument. Le marché de l'iPhone, l'a dit Damien, a atteint un plateau, donc on est vraiment
en renouvellement avec tout le monde dans la foulée d'Apple qui a fait une flambée des prix, donc les gens renouvellent moins souvent. Et donc, la lumière devait venir d'Apple et de ce très attendu modèle SE deuxième génération à pas cher. Et la lumière fut, hein, parce que le produit, il se vend extrêmement bien. Ça a été dit, il y a des délais maintenant pour se faire approvisionner. Ce n'est pas que les problèmes de fabrication qu'il y a eu en Chine, c'est aussi qu'il y a une très très forte demande. Donc tout le monde est très heureux, d'autant plus, tu l'as dit, que les dernières sorties de chez Samsung, même si les produits étaient très très bien, d'un point de vue vente, n'ont pas marché en comparaison des générations d'avant. Donc ce produit était attendu et Comme le pour Messi. l'instant, côté opérateur, ouais, remplit tous les espoirs qui ont été placés en lui. Donc ça, c'est une très très bonne nouvelle, ce qui fait que moi, je trouve que les résultats, même si l'iPhone SE deuxième génération, on ne le voit pas dans les résultats annoncés hier soir, Oui, sont c'est trop très tôt. bons. Ouais, mais Mm. ils sont très bons pour le trimestre passé. Enfin, attendons de voir les résultats de toutes les grandes entreprises de taille comparable, hein. Amazon vient de sortir ses résultats, zéro bénéfice, alors qu'on pensait qu'ils allaient casser la baraque en étant Mm. extrêmement présents. Les résultats à venir vont être très très mauvais. Apple fait des bénéfices et a sorti des résultats au-dessus des attentes des analystes. Le vrai challenge pour eux, c'est le trimestre qui vient. Mais il faut regarder ce qu'a dit Tim Cook. Tim Cook a dit hier qu'ils avaient des nouveaux produits qui allaient arriver. S'ils arrivent à sortir ces nouveaux produits et à développer les ventes et les livraisons à distance, ils pourraient faire un deuxième trimestre là, dans l'année tout aussi bon et en sortir une fois de plus avec une santé insolente alors qu'on pensait qu'ils allaient être touchés de plein fouet par Bien cette sûr. crise. Donc, performance pour moi, hein, d'un point de vue pilotage d'entreprise assez incroyable. Ouais. Et ça doit, comme toujours, beaucoup à Tim Cook, hein. Mm. Donc, des performances honorables pour l'iPhone malgré les difficultés de logistique en ce moment, c'est le moins qu'on puisse dire. Par contre, Didier, pour l'iPad et le Mac, c'est plutôt la soupe à la grimace, hein? Oui, bon, on s'y habitue parce que c'est pas des segments qui cartonnent ces dernières années, mais Ouais, bon, l'iPad était l'iPad en progression ces derniers temps, hein, quand même. non, mais l'iPad a fait un bond fulgurant au début. C'est-à-dire quand Steve Jobs l'a montré, c'était vraiment, voilà, ça a fait une vraie courbe, en cloche comme ça et c'est redescendu assez sévèrement d'ailleurs et la reprise, ça date de, ouais, 2017, tu vois? Où et en fait, ça a stagné depuis 2017. On a Ouais. des ventes d'iPad qui stagnent. Alors ce qui est très marrant, c'est qu'il y a, je sais plus, Sensor Tower, enfin, je sais plus quel analyste a sorti une stat il y a pas longtemps qui disait que les téléchargements d'applications sur iPad ont largement repris ces dernières semaines. C'est lié, je pense, au confinement parce que l'iPad, c'est un super outil pour faire de la visio, pour les enfants, pour les devoirs. Enfin, il y a pas mal de choses qui sont sorties sur les tablettes, même pour s'occuper aussi, hein. Et du coup, là, il y a eu beaucoup d'applis qui ont été téléchargées, beaucoup plus qu'avant, alors que c'était pareil en baisse constante. Donc, Mmh. ouais, bah, l'iPad, après, voilà, tu vois ce qu'ils sortent comme iPad. Ils font pas rêver avec les nouveaux modèles d'entrée de gamme. Non, Il y a l'iPad Pro qui se maintient, mais je pense que c'est quand même des segments de marché. Voilà, c'est assez cher c'est comme élevé. produit. Mmh. Donc voilà, ils maintiennent la baraque, mais ils mettent pas non plus toute leur énergie sur l'iPad. Je pense qu'ils pourraient faire des choses aujourd'hui beaucoup Mais plus ça Ouais. pourrait être, intéressantes. ouais, juste Laurent? un petit commentaire là-dessus, ça pourrait être intéressant de voir le résultat de l'iPad le trimestre prochain. Parce qu'il semblerait qu'il se soit vendu pas mal d'iPad pendant le confinement comme machine de complément ou comme tablette supplémentaire pour que les enfants travaillent ou comme. Donc, il serait super intéressant de voir, on va le voir hein, dans 3 mois, mais de se rappeler ce qu'on se disait, de se dire tiens, vérifions, autant les résultats d'iPad seront meilleurs du fait du confinement. Ils Mmh. avaient même On nous sorti dit un sur iPad spécial pour l'éducation. Ils avaient même sorti un iPad, ils avaient même fait une keynote exprès pour ça sur l'éducation il y a quelque temps de ouais, cela, ouais. avec un Mais c'est iPad vrai que donc d'entrée de gamme avec le stylet. oui, ça avait dopé les ventes et les ventes étaient reparties à la hausse et c'est le premier trimestre où ça chute d'une manière, importante puisque c'est presque de 10, hein. C'est pas mal alors que le Mac est également en baisse, hein, on passe d'un chiffre d'affaires de 5,3 ce trimestre-là contre 5,5 le même trimestre de l'année dernière, donc c'est une baisse moins nette que pour l'iPad. Mais on voit que l'effet MacBook Pro, 16 pouces n'est pas forcément au rendez-vous. L'effet Mac Pro, je vous en parle même pas vu son prix, hein. Le MacBook Air, bah, il est arrivé un peu tard, on verra dans les mois qui viennent. Mais en tout cas, on aurait pu penser qu'avec avec le confinement, on va voir, les gens achètent plus de matériel informatique parce qu'ils ont besoin de travailler à la maison pour le télétravail. Mais c'est pas forcément évident, l'ensemble des constructeurs. Il y a peu de constructeurs finalement qui sont en croissance, on s'aperçoit. Je crois qu'il n'y en a qu'un seul, je ne veux pas dire de bêtises. C'est un constructeur de PC. Donc voilà, Apple ne fait pas forcément,
abstraction, exception. Par contre, la surprise, et tu le disais, Didier, tout à l'heure dans le Busomètre, c'est que les services ont cartonné, hein. Les services d'Apple, c'est bien sûr iTunes, Apple Music, Apple Care, Apple Pay, les revenus vraiment de tout ce qui est l'écosystème maintenant service. Et on sait que Tim Cook avait dit l'année dernière cap sur les services avec une croissance vraiment importante, 16,5%, et un chiffre d'affaires global de 11,4 milliards, hein. C'est le double du chiffre d'affaires de la division Mac. Ça vous donne une idée quand même. Voilà, donc ça montre que Apple TV, Apple Arcade, même si c'est timide, commence à porter, ses fruits. Et puis dernière catégorie, tu en parlais aussi tout à l'heure, c'est les wearables, hein, toute cette, catégorie fourre-tout d'Apple où il y a à la fois, les hits du moment qui sont certainement, tu en parlais, Didier, les AirPods et les AirPods Pro, l'Apple Watch qui cartonne également, l'Apple TV, le HomePod dont on n'entend plus parler et même l'iPod. Eh bien cette catégorie progresse également de manière assez importante, plus, 22,52 c'est vraiment une croissance importante, avec un chiffre d'affaires, je ne veux pas vous dire de bêtises, je cherche le chiffre de 5,1 milliards de dollars. Voilà, c'est plus que le Mac ou équivalent du Mac, quasiment. Donc ça montre aussi que cette catégorie fourre-tout fonctionne très fort, mais on pense que les AirPods n'y sont pas pour rien. On verra pour le prochain trimestre, on a vraiment, une idée précise de l'impact du coronavirus dans le trimestre suivant. Terminons sur le coronavirus et le Covid-19. Apple résiste au Covid-19, mais également au sujet d'une question d'un internaute qui a été posée avant le début de cette émission, qui nous demande: «J'ai acheté l'iPhone SE pour son prix, pensant que Stop Covid, l'application du gouvernement qui n'est pas encore disponible, qui devait être bientôt, allait être nécessaire et maintenant le système ne pourrait pas, c'est du conditionnel, fonctionner sur l'iPhone. La France ne suivant pas la voie de l'Allemagne, j'aime la préservation de la vie privée d'Apple. Quel but a le gouvernement qui veut intervenir?» C'est encore une fois le sujet qu'on a abordé pendant près d'une heure la semaine dernière dans l'émission On refait la tech. Tu l'as suivi, je crois, avec nous, Stéphane. En fait, le gouvernement ne veut pas que les données soient stockées chez Apple, c'est tout simplement, c'est ça? Oui, oui, ben, C'est pas Emeril standard, hein. Emeril Emeril qui est Wang qui était l'invité et qui est au comité scientifique, bon, ben, essaye de par, sa connaissance et sa veille énorme qu'il a pu faire, en particulier en Corée du Sud, là où l'application a eu de bons résultats en complément des tests qui ont été faits de façon assez massive également. Et des règles de confinement et et respect des gestes barrières, parce que je rappelle que l'application ne doit pas être substituée à tout le reste, hein. Ça n'empêchera pas de mettre des masques, des gants et compagnie. Donc l'application a été assez efficace et a permis de mieux suivre les choses. Donc Emeril, dans un souci, de souveraineté nationale, a dit il était contre et qu'il ferait tout pour qu'en gros, on n'utilise pas le consortium Apple, Google et qu'on se débrouille par nous-mêmes. Bon, Alors pour ça va résumer en peut-être pas. 2 mots, Stéphane, ce qu'Apple, l'API que va proposer Apple et Google, vous m'arrêtez si je dis une bêtise, Mmh. c'est qu'en gros, la difficulté des applications comme celle de Singapour, c'est qu'elles fonctionnent en arrière-plan en permanence puisqu'on Mmh. est géolocalisé grâce au Exactement. Bluetooth, et qu'iOS ou encore Android ne permet pas, d'avoir un système de géolocalisation par le Bluetooth activé en permanence. Donc il faut laisser l'application au premier plan Tout en avec l'écran ouverte. allumé et ce qui bouffe la batterie. Donc ça va être pris en charge par les API de Google et d'Apple, et même ce serait à Mmh. terme intégré, on en parlait il y a 15 jours dans On refait la Mac déjà, dans le système d'exploitation, que ce soit iOS ou les prochains Android. En revanche, effectivement, la question c'est qui collecte les données, où vont les données, où sont les serveurs, et le gouvernement, lui, préfère que les serveurs, sachant que les données, on n'a pas, les données restent cryptées, on ne connaît pas Mmh. les vraies Bien sûr. identités derrière les données qui seront Mmh. enregistrées sur les serveurs, que ce soit chez Apple ou au gouvernement. Le gouvernement ne veut pas laisser la main au GAFA. Donc, il y a une Exactement. question, c'est une question de Damien. souveraineté, je vais y arriver. C'est une question de souveraineté numérique et de données numériques. Un modèle décentralisé basé sur de l'Apple et du Google, mais qui quelque part verrouille le système par le biais du fait qu'ils ont la main sur l'OS, versus des gouvernements qui désirent maîtriser la gestion de ces données dans une logique plus centralisée. Bon, après, quand on voit que les Anglais ont fait le choix de travailler avec Palantir, on peut discuter. Mais ce qui est clair, c'est que aujourd'hui, il y a cette bataille-là qui est menée.
Ce qui est assez surprenant, c'est de voir que le gouvernement français, Cédric O, dit oui, on est en train de discuter avec Apple pour voir s'ils ne peuvent pas quand même ouvrir le système, etc. Ils doivent bien rigoler à Cupertino. Mais très clairement, on voit cette bataille-là qui est finalement la bataille d'un hardware et on fait ce qu'on veut parce que c'est notre jardin à nous, Google, Apple, versus les gouvernements qui finalement doivent faire avec. Et s'ils doivent ne pas utiliser le système d'Apple, Google, eh bien l'expérience utilisateur sera fortement dégradée et il y a de fortes chances que l'application ne soit pas utilisée. Tu le disais, Emery, il était avec nous la semaine dernière dans On refait la tech. Il disait, mais quand même, Apple va privilégier l'intérêt général et va finir par nous entendre, nous, le gouvernement, et nous laisser utiliser l'application en tâche de fond. Monsieur X, vous qui avez participé il y a quelques années quand vous étiez aux commandes et à la direction marketing d'Apple en France, on sait que c'est pas aussi évident que la communication entre un pays étranger, je dirais un pays autre que les États-Unis, ça a du mal à remonter l'info et se dire que Apple va écouter de manière automatique le gouvernement pour l'intérêt général. On a vu que dans d'autres cas, notamment des cas de terrorisme, ils n'ont pas voulu filer les informations et ouvrir et proposer des solutions au FBI notamment. Donc moi, je serais étonné qu'Apple se montre aussi conciliant. Quel est votre avis, monsieur X? Ouais, moi, j'y crois pas non plus, surtout que la France est la seule à réclamer. Bon, tous Ouais. les pays du monde, ou tous les pays, on va dire, influents du monde, feraient la même demande que celle de notre ministre Cédric O à Apple, peut-être. Surtout qu'Apple a quand même une certaine sensibilité et s'est engagé sur pas mal de fronts là, avec cette crise du Covid-19. Ils ont fabriqué des masques, publié des plans, enfin fait tout un, un nombre d'actions qui est à saluer. Mais là-dessus, on est au cœur vraiment de leur produit phare qui est l'iPhone et donner l'accès au Bluetooth ou au NFC, à toutes ces fonctions-là qu'ils veulent maîtriser totalement. Moi, j'y crois pas. Franchement, voilà, j'espère me tromper parce que ça serait pas mal, mais j'y crois pas, surtout qu'on est tel Don Quichotte, nous les Français, seuls à faire cette demande à date. Il y a une réaction sur Oui, Oui, Laurent, vas-y. Je lirai la oui, réaction après. Vas-y. je tiens à rappeler que si on va pas jusqu'au problème de traçage, hein, mais si on réfléchit dans les tickets de transport, il y a plein de villes au monde où le transport fonctionne avec l'iPhone. Et aujourd'hui en France, la RATP a toujours pas trouvé un accord avec Apple pour le faire fonctionner. Alors il y a des discours un peu oui, mais Apple veut pas. D'après Apple veut nous faire payer. Il y a toujours une excuse. On n'est Mmh. pas on n'a pas déjà des succès à notre actif en France sur la relation avec Apple et les pouvoirs publics, entre guillemets, ou les Ouais, il y a sociétés pas de bons parapubliques. antécédents. Mmh. Mm. Il y a quand même Il y a réaction Oui, Didier. Tu sais, en Angleterre, là, il y a pas longtemps, j'ai vu une info où apparemment, eux, ont réussi quand même à contourner un peu le truc en faisant quand même une application en Bluetooth qui arrive à être en tâche de fond et à se réveiller justement quand ils croisent des gens. Parce qu'il y a quand même Mmh. des systèmes. Enfin, moi, je pense qu'il y a quand même une petite solution technique. Et je serais pas aussi affirmatif que Monsieur X parce qu'il y a quand même pas mal de pays, justement, bah, l'Australie, je crois d'ailleurs, qui a une application où ils obligent à la mettre en premier plan. Ils t'envoient des notifs Ouais. régulièrement pour que tu la remettes quand tu sors. En fait, il y a plein de pays qui ont besoin de cet accès au Bluetooth. Et on parle quand même, enfin, ça leur coûte pas cher en fait, parce qu'aujourd'hui tu peux faire une appli qui va fonctionner, il faut juste qu'ils la valident, qu'ils appuient sur un petit bouton. Quand c'est une application gouvernementale qui est destinée quand même au bien, commun, tu vois? Il Tu te pourrait faire une dis exception, on est voilà et bien sur une d'accord. appli, quitte à l'enlever dans 6 mois, j'en sais rien, tu vois? Faire un accord un peu spécial et Ouais. moi je suis pas enfin, j'ai l'impression quand même qu'ils discutent. Alors je sais pas si ça va vraiment aboutir, mais ça paraîtrait étrange que c'est pas quelque chose c'est pas comme la protection des données, le truc du FBI, tu vois? Il fallait casser la sécurité du téléphone. Là, on Mmh. parle juste de faire tourner une appli en arrière-plan qui exploite le Bluetooth et qui pourrait invalider, dans 6 mois, donc ils ont encore la main dessus, hein. Ouais, ouais. Il y a une réaction de Manon54 sur le top chat de YouTube, Live. Soyez réaliste, un outil de tracing, ça couvre, peu d'interactions, à Singapour ou encore en Corée. Moins de 4 et 20 ça fait moins de 0,2 et 4 des interactions possibles. Mais pourquoi s'en priver? Mais pourquoi s'en priver? On verra si ça marchera. Pourquoi se priver d'un outil moderne que tout le monde utilise aujourd'hui, qu'on a dans la poche, si on peut Voilà. préserver je dirais la sécurité et préserver l'identité des personnes. Encore une fois, après, c'est un débat sémantique si on préfère que ce soit le gouvernement qui stocke les données, si on a moins confiance dans le gouvernement ou on appelle le Google. On va pas rentrer dans ces débats-là, mais pourquoi s'en priver? Où est le problème? Mais Je effectivement, en tout cas, si Apple, et je te C'est le laisserai la problème. parole Stéphane, et si Apple ne le laisse pas faire et souhaite,
stocker ces données. Moi, je préférais que ça soit stocké au niveau local par des organismes, nationaux que, une entreprise privée dont le but c'est pas d'être un service public, mais d'être une entreprise et de gagner de l'argent. Voilà, même si Apple, sur la main sur le cœur, jure qu'elle n'exploitera pas les données. Stéphane? Bah, c'est exactement ça. C'est juste, je pense que vu le contexte que l'on a, vu en plus que la plupart des scientifiques, même s'il y en a certains qui sont très médiatiques, et j'ai pas besoin de citer parce qu'on les entend quasiment tous les jours, voire même plusieurs fois par jour sur plusieurs chaînes, et pour qui s'expriment, mais la plupart, il y a certains scientifiques qui disent qu'est-ce que vous en savez de ce virus-là? Et la plupart, ou en tout cas ceux qui ont un minimum de lucidité, disent on n'en sait rien. Et la seule chose dont on est sûr, c'est qu'il faut se protéger de l'attraper. Donc en gros, c'est les masques, c'est les gants, c'est être à 2 mètres des personnes et c'est respecter tous les autres gestes que l'on nous bassine tous les jours, et ils ont raison de nous bassiner. Et sauf que l'appli permet d'avoir, en plus des tests, de nous permettre de nous prémunir, parce que tout simplement, on a peut-être envie d'aller en vacances, on a peut-être envie de retrouver un bureau, parce que le télétravail, c'est très fatigant. On pourra un jour faire une émission là-dessus. Donc, les données, on sait très bien qu'ils ne vont pas les exploiter, parce qu'on sait très bien que s'ils n'assurent pas, s'ils font la moindre chose avec, bah, ça va avoir une sanction. Aujourd'hui, une société qui n'est pas socialement responsable, elle peut être blacklistée, elle peut être boycottée, et aujourd'hui, ça peut éventuellement avoir un sacré impact sur le chiffre d'affaires. Et après, une boîte qui aura été un petit peu vertueuse, en tout cas, sur ce type de choses, elle aura une sanction, et assez rapidement. Ah, t'es pas d'accord, Damien? Non, parce que quand je regarde les modèles de Palantir, les modèles de Facebook, le Cambridge Analytica, il y a le nombre de fuites de données qu'il y a pu avoir. Je n'ai pas l'impression, par exemple, que Facebook ait été sanctionné, par exemple. Je pense qu'en Ouais. fait, au contraire, il y a une sorte de défaitisme vis-à-vis de Un la jour. question des données personnelles et de la valeur de ces données-là. Je mets de côté le côté qu'est-ce qu'on pourrait faire avec. Mais je pense qu'il y a une sous-estimation de cette valeur-là. Et sur la question donc d'être sanctionné ou pas, non, j'y crois pas, parce qu'il y a plein de contre-exemples aujourd'hui. Bien. On verra bien. Ce sera le mot de la fin pour cette émission. Je vous propose qu'on passe maintenant à votre rubrique préférée, notamment celle de Stéphane, mais il m'a promis d'en faire qu'un seul. Il s'agit bien sûr des coups de cœur. Les coups de cœur, on commence tout de suite avec Didier. Eh bien, moi, je vais faire un petit saut dans les années 90. Déjà, je ne sais pas Ah, qui d'entre vous a eu une Mega Drive, mais bah oui, voilà. Moi, j'étais team Mega moi. Drive. Il y avait Super Nintendo à l'époque. Et avec mon frère, on jouait à ce qu'on appelait Street of Rage à l'époque, parce qu'on n'avait pas d'accent anglais forcément. Et, C'est donc, ils en ont Streets fait of Rage 4. Street of Rage, comme on dit maintenant. Et ils en ont fait 3 quand même, ça a super bien marché. C'était un peu comme Double Ouais. Dragon, je crois, il y avait sur la Super NES. Donc tu joues Ouais. à 2, c'est du beat'em all. Donc tu dois taper sur tout ce qui bouge. Et en face, il y avait Street Fighter sur, sur la Super Nintendo, c'est ça? Ouais, Street Fighter, c'était plus du 1 contre 1, alors que là, en fait, tu te baladais Ouais. dans un monde comme ça, et puis tu pouvais jouer à 2, ce qui était quand même pas mal pour l'époque. Et moi, j'ai passé des nuits à jouer avec tous les codes et tout. Et là, ils ont ressorti, donc c'est un studio français en plus qui a fait une grosse partie du boulot, qui s'appelle Dotemu. Et ils ont sorti ça donc sur PlayStation, sur Xbox et tout. Pas sur Mac malheureusement, ni sur iOS, mais j'espère que ça va arriver. Et donc, ils ont fait une 4e version qui est géniale parce qu'en fait, c'est vraiment un super reboot. C'est-à-dire que tu as vraiment le feeling 2D un peu de l'époque avec exactement les mêmes coups, la musique qui a été retravaillée, mais ils en ont quand même refait un petit peu à côté aussi. Et le gameplay, j'ai joué un peu hier soir et ce matin. Et franchement, enfin voilà, si vous ennuyez en confinement, allez télécharger Street of Rage 4. C'est juste terrible. Et même pour ceux qui n'ont pas connu cette période-là, c'est un super jeu, Ouais. notamment à jouer à 2. Voilà, tu es chacun dans ta petite ligne et puis tu tapes tout le monde. Mais voilà, c'est un petit kiff du moment et Tu as j'aimerais bien qu'il y en retrouvé ait d'autres qui sortent tes vieux d'ailleurs. réflexes. Hein? Bah Tu as ouais. retrouvé tes vieux. Ouais, Ah non, mais je suis très bien. encore pas trop mauvais, tu vois. Il faudra qu'on essaye. Laurent, de ton côté, ton coup de cœur? Alors, c'est un coup de cœur que je partage avec Stéphane. Et c'est sur Netflix, il y a un documentaire sur Michael Jordan et les Bulls de Chicago à la grande époque. Hein. Donc, bon, j'avais 15, 16, 17 ans et j'ai adoré. Et c'est franchement pas mal. C'est humainement intéressant. Quand on aime le sport américain, le basket, c'est intéressant de se rendre compte que c'est pas aussi simple, il y a plein de subtilités. Et surtout, c'est un des plus beaux succès de l'histoire. Hein. Et ce qui me plaît, c'est que Michael Jordan n'avait pas été choisi comme étant le meilleur des joueurs. Il était numéro 3 dans les choix. Et c'est les Chicago Bulls qui ont hérité de ce numéro 3 là. Et donc, du coup, ça a changé l'histoire du truc. Aujourd'hui, c'est certainement le plus grand joueur de basket de l'histoire de tous les temps.
Donc je le recommande, Mmh. c'est plaisant à voir. Merci Laurent. De ton côté, monsieur X, ton coup de cœur? Alors, moi, mon coup de cœur, Olivier, un coup de cœur de circonstance, c'est un jeu à jouer avec ses enfants, d'un éditeur français qui s'appelle Asmodée, avec 2 E à la fin, et qui s'appelle Unlock. Alors, Unlock, ça fait penser à quoi? À des escape games. Et ben, c'est exactement ça. C'est un escape game à jouer en famille, mais sous forme de jeu de plateau traditionnel. Vous voyez là à l'écran, il y a des boîtes. Il y a déjà 7 boîtes de sortie avec 3 scénarios. Et le très très bon truc, c'est que vous avez de l'aide comme dans un vrai escape game, mais là, ce n'est pas une personne qui vous aide. C'est l'application que vous téléchargez sur votre iPad. Et donc, vous jouez alternativement sur l'iPad et sur le plateau. Plus on est, plus on rit. Ça marche extrêmement bien. Il y a des niveaux de difficulté. Voilà, une très très grande découverte à Noël. On s'en lasse pas. Donc, si vous cherchez comment occuper vos enfants, ça peut encore un peu durer. Unlock, ça marie les jeux traditionnels et la technologie. Tablette, c'est vraiment une très belle découverte et c'est français. Merci monsieur X. Stéphane, de ton côté? Alors Olivier, bah, je vais mettre, on a parlé de choses un peu vintage, je vais continuer et même encore plus accélérer, agrandir le spectre parce que les premières vidéos datent des années 60. C'est pour les fans de football et c'est une chaîne YouTube, donc ça coûte rien, hein. Donc en gros, il y a juste à aller sur la chaîne YouTube de mishka.archive et cette personne, je ne la connais pas personnellement, elle fait quelque chose d'exceptionnel. Dès qu'elle arrive à avoir un bout de match, 15 minutes parfois, quand le match en entier, on peut voir des matchs du temps des années 60, des années 70, beaucoup de l'équipe de France et quelques-uns jusqu'aux début des années 90. On voit que le football était différent, bien évidemment, mais surtout la vie. On pouvait parler aux joueurs, on pouvait parler aux entraîneurs. Il n'y avait pas ce côté un petit peu aseptisé qu'on a peut-être aujourd'hui, Inaccessible. inaccessible. Et pour tous ceux qui ont envie de revenir à revoir quelques matchs, il y a même des matchs de Bastia, des vieux matchs de Bastia. Mais en tout cas, De j'ai pu voir le l'épopée premier Belle bastiaise. match. époque, belle époque en plus. Ouais, ouais. Ah ouais, non, mais L'épopée bastiaise. Ouais. non, mais j'ai pu voir des trucs de dingue. La première et seule Avec Claude sélection Pape et de, Johnny Rep. voilà, mais de Charles Landucci, là, de Bastia, sa première et seule sélection. J'ai vu le match et j'ai vu qu'il jouait vraiment très, très durement. J'avais déjà des vagues souvenirs, mais là, j'ai pu voir des trucs et c'est passionnant. C'était un boucher, hein. Ah ouais, bah, The on peut s'en Butcher. apercevoir. Il y en avait un autre, la Vanucci, là, pareil également. Donc en gros, c'est voilà, c'est une petite plongée dans l'histoire un peu de Ouais. voilà. Et comme on a quelques temps à dispenser, voilà, c'était mon coup de cœur de la Et semaine. il y a Jolly Rediff en ce moment sur l'équipe TV aussi également. C'est né de N'hésitez pas à là, regarder c'est né ça. de là, c'est né de là en Ouais. fait, ce truc-là. En fait, j'ai Ouais. découvert cette truc-là grâce à l'équipe. D'accord. Damien, j'ai failli t'oublier. Comment as-tu pu? Justement, si vous êtes, comme on est un peu vintage, là, comme on est un peu dans le souvenir, vous vous rappelez certainement d'un truc qui s'appelle le MagSafe. C'est tellement extraordinaire sur les MacBooks. Le truc qui m'a sauvé au moins une fois mon MacBook minimum, en me prenant les pieds dans le tapis du câble électrique. Eh bien, Longtemps. il y a une boîte qui s'appelle Magabolt qui a sorti un petit appareil qui avait d'abord fait un Kickstarter que j'ai acheté, qui marche très bien, que voici là, voilà. Vous mettez ça dans le port USB-C de votre Mac et d'un seul coup, magie de l'histoire, bam, on retrouve le système du MagSafe et ça marche très bien parce que l'autre jour, je me suis pris les pieds dedans et ça a bien dégrafé. Donc, c'est tout simple, c'est tout bête, ça coûte une vingtaine d'euros et franchement, ça vaut la peine de ne pas s'en priver. Très bien. De mon côté, aussi pour, si vous, êtes intéressé par l'iPhone SE et que vous cherchez des accessoires, donc ça devient beaucoup plus facile que sur les dernières générations parce qu'il y a pléthore d'accessoires pour l'iPhone 8. Moi, j'aime bien une marque qui s'appelle Rhinoshield parce qu'elle nous aide. Tout simplement, ils font des super produits, notamment, de ce qu'on appelle des petits bumpers que vous pouvez personnaliser, hein. Regardez, ça donne ça, sur un iPhone d'ancienne génération et vraiment, vous pouvez le laisser tomber et ça risque vraiment rien et on peut vraiment l'accessoiriser, les habiller à tout un écosystème que j'aime bien chez Rhinoshield notamment. Donc les bumpers, les vitres pour protéger l'avant ou l'arrière. Ce que j'aime bien, c'est ce qu'on met derrière. Ces petits, couches qu'on peut mettre pour protéger à la fois la vitre tout simplement, parce que je sais que c'est ce que fait beaucoup Stéphane ou carrément personnaliser l'arrière avec des petites décorations bien sympathiques et qui réservent comme une petite, couche, de Kevlar qui va protéger l'arrière avec un autocollant qui va protéger l'arrière et qui va le décorer. C'est très sympa, ça s'appelle Impact et Protection Bas Protecteur de chez Rhinoshield ou encore la suite mode NX au Solid Suite de Rhinoshield. Ça vaut seulement quelques euros, surtout sur l'iPhone 8 et sur l'iPhone SE. Ils sont en promo en ce moment
Profitez-en. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce 371e épisode d'On refait le Mac. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain épisode. Vous serez au rendez-vous, messieurs? Oui. Ah ouais. Si j'arrive à ouais, dormir. moi, je- Toujours. Bon, écoute, je Et c'est très prépare sympa des le live, visuels. de pouvoir discuter un peu avec les gens, je trouve. Ouais, Je oui, vais le oui, faire oui, de temps oui. en temps. Et il y a eu énormément de commentaires de gens qui nous disaient mais refaites les lives, refaites-le en live, c'est génial le live. Et merci à tous ceux qui ont donné. Hein. Bah, Et ouais. on, Oui, et on il y a pourrait beaucoup de- Pascal et- M, ouais, je crois qu'il y a un Pascal M qui a donné. ouais. J'aimais bien qu'on Et- soit en retard. Et Loïc, Ouais. Loïc Belin nous dit, on pourrait quand même demander à nos amis de Rhino Shield un petit code promo. On peut Oui, demander. ben, on leur demandera à l'occasion. Ouais. Si jamais on, Mm. on le fournira la semaine prochaine dans l'émission, bien sûr, tu as raison. Voilà. Je n'y ai Et pas comme on est en pensé. live avec- Pardon, je t'en Oui. prie. Je Vas-y, disais, comme vas-y, on est en Damien. live, comme on est en live, profitons-en. Dans un quart d'heure, n'oubliez pas, si vous en avez envie, d'applaudir nos soignants qui sont là tous les soirs Oui. en premier plan. Dans 16 Comme- minutes Comme exactement. dans 16 minutes, voilà, on est en live, on peut le dire cette fois-ci. Allons-y, ne nous privons pas. Ouais, allez-y, on va sortir de la cave, on va se déconfiner et on va remonter. Et puis, effectivement, pour rester sur le côté, c'était pas forcément prévu qu'il y ait des donations, donc on est ravis. Je pense que ça va nous donner des idées pour nous permettre de passer et de faire le deux ronds, même si on s'en sort, hein, je vous rassure, mais c'est un peu plus compliqué. Pourquoi pas mettre en place un système de donation comme font beaucoup de podcasteurs de talent, et pourquoi pas nous aussi faire la même chose pour nous permettre de sortir de cette cave assez rapidement et dans de bonnes conditions. Merci encore pour votre fidélité. Je voulais être prévenu en temps réel de la mise en ligne de l'émission. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne en cliquant sur le petit bouton et n'oubliez pas de cliquer également sur le petit pouce puisque nous sommes sur YouTube, mais pas seulement. Vous nous retrouvez sur toutes les plateformes. Merci encore de nous avoir suivis et à la semaine prochaine. Au revoir. Salut, au revoir, à la semaine prochaine. Salut à Ciao tout le tous. monde, à la semaine prochaine. Ciao.